Je suis très contente de vous retrouver dans cette émission aujourd'hui et nous avons décidé de revenir sur une thématique très importante. Beaucoup de personnes se plaignent de ne plus savoir comment gérer leur quotidien, de ne plus savoir comment gérer le stress ou alors les moments difficiles. Et il y a certaines notions que nous considérons comme des notions de mode qui sont venues tout dernièrement sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui encore défèrent la chronique parce qu'on parle soit de burn-out ou encore de dépression et beaucoup n'arrivent pas déjà à définir ces notions et même à chercher comment s'en sortir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de revenir sur une émission assez spéciale pour parler de la dépression, pour parler du burn-out et pour ça, nous aurons des spécialistes au plateau. Et comme il s'agit d'une émission de débat, nous allons également en débattre. Qu'est-ce que nous appelons dépression ou burn-out? Et aujourd'hui, pourquoi autant de personnes en souffrent? Est-ce qu'elles sont conscientes de souffrir de ces mots-là ou encore pour tous ceux ou toutes celles qu'on a questionnés, ça reste juste un effet de mode ou un phénomène venant de l'Occident? Si vous connaissez ou vous avez déjà vécu un burn-out ou une dépression, votre témoignage est attendu dans cette émission. Et comme toujours, j'ai Miss Iga qui a peut-être promené son micro ou pas, elle nous le dira tout à l'heure, mais qui quand même s'est appesantie sur la question pour mieux la définir pour vous. Et vous avez également Miss Ruth Dionou qui est au plateau avec nous pour participer au débat. Les filles sont bien installées, je suis bien installée, nos invités également sont bien installés. J'espère que vous êtes aussi bien installés et nous allons partir avec le générique et on se retrouve juste après. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le rendez-vous bonheur à midi commence maintenant. Je suis très heureuse de vous y retrouver. Nous sommes ici pour trouver ensemble des solutions aux différents problèmes. C'est pourquoi d'ailleurs l'émission du mardi est consacrée aux différents débats sur des sujets de société ou alors des réalités que vous vivez chez vous mais dont vous ne parlez pas forcément. J'ai le bonheur d'être déjà à table avec Miss Iga et Miss Ruth Dionou à qui je dis bonjour. Bonjour. Elle a gâté mes cheveux. Ah là là, elle a gâté mes cheveux. Elle a gâté mes cheveux mal. C'est pour ça que je ne l'ai pas reconnue quand elle est rentrée dans le studio. Alors, Miss Ruth, elle a gardé ses cheveux nappés toute la semaine dernière. Et c'était la pépite. Maintenant, elle a brisé mon cœur, tu vois. Bonjour à toi quand même. Je suis gentille, mon Dieu. Bonjour Océane. Je t'ai laissé la main. Tu peux jamais me laisser la main, c'est moi qui t'ai fait la passe. Ah, ma chère. Je t'ai remis la balle. Mais bon, je sais que c'est difficile d'entretenir des cheveux nappés. Ça, clairement, il faut en parler. Et j'espère que tu te portes bien ce matin. Je me porte super bien. Plaisir de vous retrouver ce matin pour le débat et ainsi que nos invités. Comme tu le disais en introduction, c'est un sujet assez sensible aujourd'hui. On ne sait pas véritablement si c'est de ça qu'on souffre ou bien il y a d'autres choses, mais on est quand même là pour comprendre et savoir si on en souffre, comment s'en sortir. Et je pense que le sujet est bienvenu. Le sujet, il est bienvenu parce que beaucoup de personnes en parlent même sur les réseaux sociaux. On parle de fatigue extrême, de perte de motivation, de surcharge mentale, d'épuisement émotionnel. Et donc, comment reconnaître les signes? Est-ce que c'est véritablement un burn-out ou encore des débuts de dépression ou c'est un manque d'argent? Et certains ont dit que le palu fait ça aussi. Miss Iga, pour toi, c'est quoi? Bonjour Océane. Bonjour la charmante. Bonjour Iga. La tenue te va très bien. Mon pull là, c'est un vieux pull que je porte quand il fait frais. C'est tout court. Oui, j'aime bien. Oui. Merci. Attends, je vais mettre la capuche comme ça va faire un style au complet. Alors, quel est ton avis sur la question du burn-out ou de la dépression? Le burn-out, comme nous l'avions dit précédemment, c'est un mot qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est un mot, je vais dire, qui a été longtemps tabou parce qu'on n'avait pas forcément ce mot à déposer sur le mal qu'on vit. En Afrique, nous le savons tous, lorsque tu parles de santé mentale, on dit ça, c'est pour les Blancs. Ouais. Nous, les Noirs, on est mieux forgés. Ton père, il a travaillé toute sa vie, il ne s'est pas plaint. Ouais. Ta mère a eu 8 enfants, elle ne s'est jamais plainte. De quoi te plains-tu? C'est pour cela, justement, que nous avions choisi ce sujet-là pour que nous puissions en parler. Parce qu'on le dit, on ne sait pas forcément ce dont il s'agit. Est-ce de la dépression? Est-ce juste de l'anxiété ou bien du stress? On ne sait pas. Donc, c'est pour cela que j'ai invité des experts. Okay.
de la chose, Mhm. un psychologue Ok. et une experte du bien-être qui viendront vraiment nous éclairer sur la chose. Eh bien, pour moi, le burn-out, c'est un stress qui est chronique. Un degré Oui. énorme. Est-ce que tu as Oui. déjà connu, toi, le burn-out, Siga? Je ne saurais dire, mais j'ai vécu quelque chose en décembre. Qui peut s'appesantir à du burn-out. Oui. Tu as vécu quoi, si ce n'est pas indiscret? Oui, l'événement. Oui, L'événement, le ton Women's événement, Empowerment, oui. voilà, que j'ai pris le soin de vraiment faire de long en large. J'étais seule sur la communication. Comment Mhm. choisir déjà les affiches, Mhm. tout. C'était moi qui ai fait tout. Le lieu, genre, Il y avait même, du travail, même mais tu la étais fatiguée. restauration, c'est moi. Donc, c'est que ça a vraiment pesé sur moi. Et le fait de venir à la télé tous les jours. Et à côté de tout cela, j'avais mon commerce à gérer. Mhm. Et j'avais aussi les partenariats. Donc, dès que décembre est fini, net, le premier, même je ne sais pas comment est-ce que je l'ai fêté. Donc, dès que le décembre est fini, j'ai l'impression que ça m'a pris un mois. Tout le Mhm. mois de janvier, je ne me suis pas sentie bien. C'est après, en février, que Quand tu as que retrouvé je les me suis... couleurs. Voilà, que je suis revenue à moi. Donc, je me suis dit, c'est quoi? Je me suis posé la question. Je sais que ce n'est pas de la dépression, parce que la dépression, c'est la tristesse. Je n'étais pas triste, mais dès que je quitte peut-être mon travail, je Tu me te sens sens automatiquement morose. mieux. Donc, je me suis dit, est-ce le burn-out? Mais voilà, je suis africaine, Donc, en bonne africaine. tu habites voilà, Voilà, rejeter je me cette suis dit, bah, option-là. ça a passé, puis c'est passé. Mhm. Donc, voilà. Mais tu ne peux pas savoir si c'est de la dépression ou du burn-out tant que tu n'as pas défini les deux notions. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a préféré Effectivement. avoir des spécialistes dans cette Mhm. émission. Est-ce que tu as déjà vécu le burn-out, toi? Comme on est en train de le dire, on saura soit le dire si c'est ça ou bien c'est pas ça. Parce qu'il y arrive des périodes où tu n'as envie de rien faire. Mhm. Tout te semble trop lourd. Ce que tu... Ça demande trop d'efforts de Oui, faire une petite chose. Oui, ce que tu avais de la passion à faire tout le temps, arrivé à un moment, tu n'arrives pas à le faire. Même les travaux à la maison, la lessive, ranger la chambre, cuisiner. Il y a des choses qui te semblent tellement lourdes que tu n'as aucune envie de faire. Tu as juste envie de dormir. Tu as juste envie de te renfermer sur toi-même. Et ça arrive ces moments-là très Ça, par souvent. contre, je pense que c'est un début de dépression. Mais bon, Ça arrive trop je souvent, parle mais que pour moi. des Hein. fois, même travailler, tu te dis, mais tu n'as aucun problème, mais juste le fait de prendre ta tablette, de prendre un bic et de grignoter quelque chose sur le papier, ça te semble tellement lourd. C'est comme si on te mettait une charge On sur te la demande tête. de trop. Ça fait trop Oui, de choses ça fait de trop. demander. Du coup, Ouais. des fois, on ne sait pas véritablement si c'est une fatigue extrême, si c'est un C'est mélange. pire que ça. Est-ce que c'est pas grave? Voilà. Est-ce que tu n'es pas en train de juste te laisser aller à une petite mort Oui. qui ne dit pas son nom? En tout cas, ça fait beaucoup de choses. Moi, je sais que j'ai déjà vécu et le burn-out et la dépression, je vais vous le dire, et je n'ai pas honte de le dire. Franchement, j'ai traversé ces deux étapes de la vie. Le burn-out parce que tu as une charge professionnelle un peu trop lourde dans ton cas. Et à un moment donné, tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à pondre. Et comme je suis écrivaine aussi, tu vois, j'ai eu le syndrome de la page blanche où tu ouvres ton ordinateur, tu veux travailler, mais tu n'arrives même pas à sortir une seule phrase correcte. Tu ne sais pas ce qui se passe. L'inspiration disparaît totalement. Et puis, tu as également les moments de dépression. Mais les moments de dépression, ça, c'est les pires. Ou quand tu sors, tu es en public, tu retrouves de la couleur et dès que tu te retrouves seul, tu as des idées noires qui te passent par la tête, tu as des envies de suicide. Caflin, il ne faut pas que quelqu'un soit choqué. Hein. Tu as des envies de suicide, tu te dis que ma vie n'en vaut pas la peine, il y a quelque chose qui ne va pas, les autres évoluent, c'est moi qui n'évolue pas. En fait, tu te remets en cause très négativement et au final, tu déprimes. À vue d'œil, on voit que tu n'es plus la même. Tu perds vraiment le sourire. Tu peux même aller jusqu'à perdre le poids. Mais vraiment, quand on te voit physiquement, tu n'es plus du tout la même personne. J'ai traversé, mais vraiment, toutes ces étapes-là de ma vie. Et aujourd'hui, je suis une personne, une nouvelle personne. Ça fait longtemps, hein, on ne parle pas d'hier. Et je sais un peu ce que ça peut représenter dans la vie de tout un chacun de nous. Malheureusement, beaucoup ou certains n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que pour sortir de la dépression, il faut déjà identifier de quoi on souffre. Il y en a qui pensent que c'est juste une question de fatigue, un mauvais moment, ça va. Monsieur qui rentre du travail, qui est très, très fatigué, très hargneux, très en colère, de mauvaise humeur au quotidien. Et madame qui se dit, et deuil les dit c'est le boulot qui fait ça. Alors que le monsieur, il est déjà en train de... Il te fait une chute libre.
libre. Il est en train de mourir, mais tu n'identifies pas. Madame qui est fatiguée, peut-être parce qu'elle a fait quoi? Le postpartum, tu finis d'accoucher, tu ne sais pas comment tu vas gérer tout le tralala avec bébé, il y a des charges de la maison, il y a monsieur qui exige, il y a la famille, il y a l'environnement, ton corps également qui te parle. Ça aussi, ça te fait déprimer, mais tu ne vois même pas que c'est grave. Et donc, j'estime qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne là-dessus. Parce que malheureusement, nous avons perdu aussi des personnes qui ont subi, qui ont supporté ou qui ont vécu le burn-out ou encore la dépression, qui finalement sont mortes. Donc oui, c'est important qu'on revienne sur le sujet. Je sais que beaucoup de téléspectateurs sont très intéressés par ce sujet, mais vous continuez de vous demander depuis votre position si ce que vous avez présentement n'est soit pas le burn-out ou une dépression sévère. Pour vous aider à identifier dans quoi vous êtes, comme elle l'a dit, nous avons des experts, nous avons un psychologue qui est avec nous. Oui. Mais on ne va pas seulement parler de la partie clinique de ces deux notions, nous allons parler de la partie sociale. C'est pour ça que nous avons pris plaisir à inviter le pasteur Lawani, qui n'était pas là la semaine dernière, qui revient à la maison pour ce débat. Et quand on parle de la partie bien-être, ça va au-delà. Parce qu'il faut également que vous vous donniez du temps et que vous preniez soin de vous. Et nous avons aussi invité sur le plateau Madame Shalom de Shalom Beauty Land, qui va vous apprendre ces petites choses qui ne coûtent pas forcément cher pour prendre soin de soi. On parle du burn-out et de la dépression. Qu'est-ce que c'est? Nous avons quelques vidéos compilées pour vous. On regarde et on revient juste après. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapie me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre... Voilà, alors avant quand même de revenir sur ces images des personnes qui ont soit déjà connu le burn-out ou la dépression ou qui ont décidé juste de poser leur regard sur ces deux notions, nous allons donner la parole à qui de droit pour nous les expliquer. Et donc pour ça, nous avons notre psychologue, notre spécialiste. Voilà, il fallait faire comme ça, Gat. Psychologue, c'est difficile. Allez. Je peux introduire le pasteur avant? C'est comme tu veux, Oui, hein, bien sûr. le pasteur, c'est le chroniqueur, voilà. Nous allons avoir sur ce plateau le pasteur John Lawani, président de la plateforme Décide, qui accompagne les veuves et les femmes, les orphelins en situation de détresse. Le pasteur Lawani. Ah, tu veux qu'il vienne en même temps? Oui. Ok, musique pour le pasteur Lawani, les gars, c'est bon. Ou sans musique, hein, parce qu'il n'était pas là la dernière fois. Donc. Parce qu'il voulait vous faire venir sans musique. J'espère que ça va bien. Ok, d'accord. T'as autant resté debout en même temps. Voilà. Ok. Nyansa Chessi David. Il est consultant chez Mopsycho Mag. Docteur Nyansa, à musique également, s'il vous plaît, les gars. Bonjour.
comment vous allez? C'est la première fois qu'on se rencontre? Ok, enchantée. Je vous laisse saluer tout le monde, je vais vous installer là-bas. Voilà. Bien. Pasteur Lawani, on est d'accord là-dessus. J'espère que vous allez bien, Pasteur Lawani. Super bien ce matin. Je suis contente de vous savoir en santé. Et c'est pareil pour notre invité également. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, je suis super heureuse parce qu'enfin, vous allez nous aider à comprendre ce que c'est que le burn-out et la dépression. Est-ce que les deux notions ont des liens ou alors c'est nous qui ne définissons pas comme cela se doit? Avant de revenir au pasteur Lawani, je vous permets quand même de nous dire ce que c'est que le burn-out en premier. Merci beaucoup. Donc, le burn-out, c'est un syndrome, comme le dit Malache en 1982, syndrome d'épuisement émotionnel, mental, physique, et qui réduit bien aussi l'accomplissement au travail et également la dépersonnalisation intervient au niveau du burn-out. Donc, il y a trois éléments, trois dimensions à retenir au niveau du burn-out. Lorsque quelqu'un fait burn-out au travail, c'est que la personne est épuisée émotionnellement. C'est que, deuxièmement, la personne fait une dépersonnalisation, c'est-à-dire que le contact avec les autres, ça n'a plus d'importance. Il n'a même plus d'importance pour lui-même. Le rapport avec les clients, par exemple, si c'est quelqu'un qui est au front office avec les clients, ben, son comportement devient bizarre, il rejette. Ouais. Voilà, moins de choses, il se fâche. Voilà, la dépersonnalisation. Et enfin, le sentiment de faible accomplissement de soi, d'autoréalisation. Et là, donc, la personne ne se sent plus utile par rapport à la société, mais surtout en rapport avec son travail. Son travail même ne l'apporte plus d'intérêt. Donc, la personne vit donc, ces trois éléments-là. Une fois que les trois éléments sont réunis, on parlera de burn-out, mais surtout, il faut axer sur la durée. Parce que ce n'est pas parce que une journée, 2 jours, j'ai fait une petite déprime ou bien j'ai eu quelques situations pareilles que je fais le burn-out. C'est au moins sur 2 semaines la même situation que je vis et que c'est confirmé. C'est un diagnostic chez le psychologue qui va confirmer oui, vous faites un burn-out ou non. Maintenant, la différence qu'il faut faire, c'est que ce n'est pas directement la dépression. C'est vrai qu'il y a des auteurs en 2025 qui ont montré qu'il y a un lien entre burn-out et dépression en disant que le burn-out, c'est la dépression liée au travail. Mais ce n'est pas simplement que ça, parce qu'il y a des dimensions que Christian Malache a définies, ouais. N'est-ce pas? Donc, il y a la dépression, il y a le stress, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et évidemment, lorsque l'intéressé vit ces 3 épisodes-là, vit ces épisodes des 3 dimensions plutôt, c'est que réellement la personne est en dépression. Alors, je comprends que le burn-out, c'est juste, ça se réfère à la vie professionnelle. Donc, on a une perte d'énergie, d'envie, on est fatigué et le relationnel également en prend un coup. Donc, le burn-out, c'est au boulot. Donc, tout ce qu'on a cité par rapport à ce que tu as vécu en décembre, tu étais vraiment en burn-out parce qu'elle a dû travailler sur un nouveau dossier, un nouveau projet et elle a été fatiguée émotionnellement après ça. Clairement, c'est le burn-out. C'est ça. Je ne peux le dire, je ne peux l'affirmer comme ça parce que il faut faire attention. Ok. Voilà. Si je le dis comme ça, c'est trop professionnellement, ça va me créer des soucis. Mais comment alors savoir? En consultation, oui. Maintenant, il y a des signes d'alarme parce que c'est la meilleure façon de savoir que si je vois il se peut que je vais faire un burn-out, donc je me prends. Lorsque je vois que mon activité ne me porte plus d'intérêt, je ne me réalise pas, je me sens vide émotionnellement, je me sens épuisé, j'ai des maux de tête, je n'arrive pas à dormir,
je suis épuisé émotionnellement, je n'arrive plus à répondre même. Ça a l'impact sur mes activités hors travail, par exemple, à la maison. Extra-professionnel, Oui, ouais. extra-professionnel, à la maison avec mes enfants, mon mari ou bien ma femme. Voilà. Lorsque j'ai du mal à me lever pour aller au boulot, j'angoisse, j'ai peur, je n'ai pas envie de retourner pour retrouver La tête de mon patron. voilà, le patron, les managers, mes collaborateurs, tout le monde, même les clients, tout le monde m'énerve. Et quand cela commence comme ça, il faut se dire que bon, il y a un souci et il faut que je travaille là-dessus. Parce que le meilleur moyen, c'est la prévention. Ça coûte moins que la guérison. La guérison. C'est clair et net. Et alors, dans ce cas, quelle est la différence entre le burn-out et la dépression? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on utilise les notions à tort et à travers. Tout le monde dit « je suis dépressif ». On le dit, on le prend au premier degré. Non, je suis dépressif. C'est même devenu un effet de mode. Quel homme on me l'a dépression virée. Quel homme on me l'a dépression virée 2 jours hier. Mais en fait, on ne comprend pas ce que ça veut dire, la dépression. Ça pourrait être plus grave que ce qu'on ne pense, justement. Qu'est-ce que la dépression? Voilà, la dépression, dans le sens global, n'est-ce pas, c'est pratiquement les mêmes choses, mais qui n'ont pas qui n'est pas de façon intimement, qui n'est pas plutôt lié intimement à la, comment l'appelle-t-on, Au travail. au burn-out, Ok. lié au burn-out par Ok. exemple. Parce que je disais, avec Brian, le burn-out, c'est la dépression au travail. Ça veut dire que dans le burn-out, il y a la dépression, Ok. mais c'est lié au travail. C'est lié au travail, n'est-ce pas? Mais quand je dis, petite chose, je dis, je fais la dépression, c'est un abus de langage. Je dis, je fais une déprime. Voilà, ce sont des déprimes par moment. Par exemple, une fois, ou bien 2 fois, ou bien une semaine, je me suis senti un peu lourd, suis vide de mauvaise émotionnellement. humeur. Voilà, je n'ai pas envie de causer avec les gens. Bon, je fais une déprime. Parce que lorsqu'on parle de dépression réellement, c'est qu'arrivé à ce moment-là, on reconnaît la dépression. Vous êtes carrément, vous n'avez plus vraiment envie de faire les activités qui vous donnaient vraiment plaisir, qui vous procuraient du plaisir. Même pas Vous envie de vivre. Voilà, vous n'avez jusqu'à arriver là, pas envie de vivre, au suicide et tout ce qui en suit. Et donc, même les amis vous écrivent, non, vous coupez les relations, vous coupez les ponts et on sent que vous souffrez réellement. Vous-même, vous savez que vous souffrez parce que ce n'est pas comme la schizophrénie où vous perdez, voilà. L'usage Voilà. de votre sens, non? Voilà, donc vous vous installez dans une néo-réalité. On l'appelle comme ça, la néo-réalité. On n'est plus dans notre réalité actuelle, d'accord? C'est-à-dire notre réalité quotidienne. Vous créez une réalité propre à vous. Mais ici, l'individu a conscience qu'il ne va pas bien. Et donc, ça se sent dans sa manière de vivre. Sa santé même prend le coup facilement. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est de l'amener ou bien de l'amener à accepter à se faire suivre. La plupart du temps, on sait qu'en Afrique, lorsqu'on fait la dépression, parce que quand je dis déprime, ça veut ressembler à l'autre. Lorsqu'on fait la dépression, on a du mal à accepter qu'il faut aller voir le psychologue. C'est comme si je suis un malade mental, un truc comme ça. Alors que ce n'est pas ça. Il faut se faire aider pour pouvoir aller mieux, parce que la santé mentale est très importante. La légère différence, c'est que l'autre, c'est au travail. Ici, ça englobe tout. Même la dépression au travail, c'est une dépression qui amène au burn-out, n'est-ce pas? Mais quand je dis je fais la dépression de façon basique, ça veut dire que voilà, ça ne va pas avec moi-même, avec mon entourage, avec mon travail. Je n'ai plus d'utilité, je ne sors plus, je ne vais même plus aux activités, par exemple. Qui vous procurait du plaisir voilà, pour avant. me procurer du plaisir. Voilà. Il n'y a plus ça du tout. Et donc, l'individu vit isolé et a du mal même à se nourrir, tout ça. Il ne dort pas. On Et se laisse aller, on voilà. se laisse aller. On se On laisse aller. s'abandonne totalement. Et je c'est pense. ça qui aggrave la situation parce que un individu normal ne vit pas comme ça. Comme ça, c'est Et vous vrai. ne pouvez pas vivre, vous pouvez passer des nuits blanches durant 2 semaines. Ça ne va pas aller. Donc, sur une durée de 2 semaines, lorsque ça commence pas à durer, vous sombrez vraiment dans la dépression. Ce n'est plus vous qui allez dire aux gens, je fais la dépression. On remarque automatiquement que Oui, quelque en chose fait, ne vous va vous pas coupez. chez vous. Vous n'allez Ouais. même plus dire que je déprime. Là, ça vous dépasse. Mais lorsque j'ai encore la conscience, je dis,
je suis en train de déprimer. Là, ça veut dire qu'on peut encore, c'est encore corrigeable, on peut encore sauver la personne. Mais lorsque je ne l'ai pas, je ne le sens pas encore, je ne le sais pas, et que je suis déjà à fond là-dedans, là, il faut que au moins la famille aussi. Qui a une situation d'urgence, en fait, Voilà. on vous prend en Pour main aider la urgemment. Parce personne. qu'une personne peut être en pleine déprime et ne pas se rendre compte que quelque chose ne va pas. La personne, elle est consciente que oui, elle n'est pas comme d'habitude, mais elle ne voit pas la gravité de ce qui se passe dans sa vie. Et je crois que c'est ça qui peut emmener à d'autres extrêmes, comme par exemple l'envie de vouloir finir avec sa vie, l'envie de faire du mal aux autres aussi, ça peut être une conséquence. Parce que quand on parle de déprime, ou alors peut-être de dépression, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, ce n'est pas sur soi seulement que les conséquences viennent, ça peut agir aussi sur l'entourage. Oui, à l'instant T, l'individu qui fait la dépression ne pense pas aux autres, à ce qu'il va laisser aux autres, par exemple. L'important pour lui, c'est de finir avec la situation désastreuse qu'il vit. C'est de finir avec ce qu'il vit dans sa chair et qui pour lui est inhumain, insupportable, arrivé un moment. Et vous allez constater que la plupart des gens qui passent à l'acte, par exemple au suicide, la veille, c'est comme une euphorie, quoi. Vous le voyez. Très en joie. Voilà. Ça veut dire qu'il a déjà décidé de passer à l'acte. Et il sait que c'est l'acte-là qui est libérateur pour lui. Et donc, il est en joie. J'ai trouvé ma solution. Je vais bientôt me sentir mieux. Je vais rejoindre de l'autre. Je vais aller de l'autre côté. Quitte à ce que les gens souffrent ici ou pas. C'est plus son problème. Parce que le mal que je vis, parfois aussi, le problème, les gens ne prêtent pas trop attention à ceux qui font la dépression. Oui, c'est vrai. Donc, ils se disent, bon, mon mal même ne concerne pas les autres. Ils n'ont pas... Voilà. En fait, ils n'en ont rien à faire. Ils ne pensent pas à moi. Et voilà. Et donc, je fais ce que je veux. Voilà. Il a sa vie en main et bon, il gère comme il veut. Mais il faut dire qu'il faut arriver à travers ces sensibilisations-là, à mener les gens à comprendre que lorsqu'ils sont vraiment dans des situations difficiles, il vaut mieux se faire aider par un professionnel pour que la situation n'aille pas jusqu'à ce point. Alors, aujourd'hui, docteur, les gens, ils n'arrivent pas à parler. Bon, il y en a qui ont conscience, vous serez d'accord avec moi, qu'ils ne vont pas bien. Mais nous sommes dans une société où la justice, elle est très rapide, elle est spontanée. Dès que vous ouvrez la bouche, que vous voulez vous confier à quelqu'un, la stigmatisation, elle est réelle. Ce n'est pas seulement pour des personnes souffrant de maladies ou de pathologies graves qu'il y a stigmatisation. Même quand toi, tu vas vers un parent qui te dit « je ne me sens pas bien dans ma chair, je ne sais pas ce qui se passe », on ne te comprend pas. En fait, on a tendance à juger très rapidement la personne ou à se dire surtout les hommes. Les hommes, on va en parler avec vous d'ailleurs tout à l'heure, pasteur Lawani, souffrent énormément de déprime ou de dépression. Enfin, je ne sais plus quel est le bon terme, mais ils n'en parlent pas. Parce qu'on n'autorise pas les hommes à dire comment ils se sentent au fond d'eux. Ils doivent se tenir comme des hommes, droits dans leurs bottes. Ils doivent aller travailler, revenir à la maison. Ils n'ont pas le droit de pleurer, ils n'ont pas le droit de se plaindre, ils n'ont pas le droit de se lamenter. Ils encaissent toutes les douleurs en silence. Et à la fin de la journée, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui meurent, qui décèdent très, très vite. Personne ne se rend compte de ce qui ne va pas, alors qu'en réalité, ça peut être des conséquences graves, justement, de la dépression. Et vous avez tout à l'heure essayé d'énumérer, mais je pense qu'il faut qu'on vienne dans un langage terre à terre pour faire comprendre à tout le monde ce que ça peut représenter. Une personne en face de nous qui souffre de dépression, elle se comporte comment? Mais vraiment avec un français terre à terre. Ok, disons à la maison. Mon mari revient du boulot, par exemple, et habituellement, le bon arrivé ou bien la bonne arrivée plutôt, ou bien chérie, ouaison, que je dis habituellement et qui enflammait donc la maison, voilà, c'était bien, devient nonchalant ou bien oh, tu me déranges, je suis fatigué. Agressif. Voilà, on devient agressif. Lorsque la personne devient comme ça, une fois, deux fois, on pense que bon, c'est le boulot, peut-être qu'il y a des soucis, on cherche à discuter, mais la personne ne veut pas du tout qu'on l'aide au premier. Elle ne veut pas parler, elle veut voilà, pas parler. Au premier abord, on garde un peu
le silence pour laisser la personne de digérer. Mais si ça continue, il faut vraiment l'aider. Et si la personne ne veut pas s'ouvrir, il faut contacter un professionnel pour qu'on l'aide, pour qu'on trouve une solution, arriver à convaincre la personne qu'il faut qu'on l'aide. Par exemple, j'ai parlé de je viens, je salue, ça c'est simple. Ok, depuis un moment, il n'arrive même plus à manger. Il ne dort pas. Il a des sauts de sommeil. Il a des sauts d'humeur aussi à la maison. C'est comme si je deviens encore professionnel. Je ne sais pas comment expliquer terre à terre. C'est-à-dire, il est isolé, il préfère être seul. Il a du mal à faire ce qu'il faisait avant avec enthousiasme. Et si c'est manger avec les enfants, leur sourire avec eux, s'amuser avec eux, leur dire, voilà, il ne fait plus ça. Il est fermé sur lui-même. Il est fermé, il est tout le temps coincé. Même s'il travaille à la maison, il ne travaille même plus. Il n'a plus envie d'aller au boulot. Chaque fois qu'il se lève, la femme, peut-être d'habitude, lui dit « Ah chérie, tu as oublié ceci ». Voilà. Ça ne lui dit plus ça rien. Ne lui dit plus rien. Ou alors il reste allongé au même endroit. Voilà. J'ai entendu dire par exemple, c'est juste pour vous aider à faire comprendre, un homme il est resté au même endroit sans se laver pendant pratiquement une semaine parce qu'il a perdu par exemple son boulot. Et donc, sans que sa femme ne se rende compte qu'en réalité, il faisait de la dépression pour elle, comme il est au chômage. Oui, le coup dur, ça le dérange, donc il a le droit qu'on le laisse tranquille. Alors qu'en réalité, il était en pleine dépression. Il ne se levait pas, il ne se lavait pas. À la limite, quand elle envoie à manger, il essaie de grignoter une petite partie, il laisse tomber. Il était comme ça tout le temps sur son téléphone. Et un bon matin, il se rend compte que son mari était à 2 doigts de se suicider. Celui-là, par exemple, il a atteint un seuil très élevé de la dépression. Voilà, donc n'importe quel événement de la vie peut créer une situation de déséquilibre mental, de déséquilibre chez l'individu, mental ou psychologique ou émotionnel ou physique ou voilà, fonctionnel. Et petit à petit, le fait que cela s'accumule dans le temps, cela va agir donc sur la santé mentale de l'individu. Et qui parle de santé mentale défaillante, c'est que dans le temps, ça va se transformer en une maladie mentale. Forcément. C'est le lien qu'il y a entre la santé mentale et la maladie mentale. Une santé mentale mal gérée peut entraîner ou bien peut finir dans la maladie mentale, comme la dépression par exemple. Et surtout, le chômage ou bien le licenciement sont des éléments très, très capitaux ou essentiels, ou bien des éléments qui déclenchent vite ces épisodes-là chez n'importe qui. Et donc, serait équilibré ou bien un individu sera taxé dans cette situation de santé mentale saine ou satisfaisante lorsqu'il arrive à supporter, à trouver des mécanismes pour supporter et à ramener l'équilibre normal dans sa vie. Ce qu'on va faire, nous sommes tombés sur certaines vidéos que j'aimerais qu'on puisse visualiser ensemble. J'espère que voilà, la régie sera OK pour nous la diffuser. Sur les réseaux sociaux, certains se sont amusés à définir un tout petit peu les notions. Et donc, on regarde en image et on revient juste après. Girl, get up. Girl, you've been down too long. And it's time for you to get up again. La dépression, c'est pas une maladie de blanc. J'ai été diagnostiquée dépressive à 18 ans. On m'a diagnostiqué ensuite de l'anxiété sociale et j'ai commencé à développer des TCA à partir de mes 17 ans. Pour vous dire que j'ai un lourd package. J'en ai déjà parlé, je vais continuer à en parler en tant que jeune femme noire et en tant que créatrice de contenu. La dépression, c'est une maladie psychique assez compliquée à expliquer. N'hésitez pas à partir sur Internet, à taper sur l'IA pour comprendre. Il y a différentes formes de dépression, mais je peux vous dire que le plus difficile, c'est être dépressif et se battre contre soi-même et l'environnement qui est autour de nous pour se dire qu'on n'est pas dépressif parce qu'on considère que c'est une maladie de blanc. Les Noirs n'ont pas de maladie psychique et qu'en fait, on fait semblant ou qu'on se victimise ou qu'en fait, on a des problèmes plus importants et que ce que tu entends de dire, en fait, c'est n'importe quoi. J'ai fait un burn-out parental. Tu comprends qu'il y a un problème quand tu commences à passer à côté des fenêtres et que tu te dis que waouh, ça serait tellement plus simple. Quand on arrive là, il y a un espèce de mode survie qui s'active en toi et qui te dit tu peux pas faire ça à ton fils.
Les injonctions, elles ont commencé pendant la grossesse. Étant donné que j'étais quand même endeuillée puisque je venais de perdre ma maman. Ah mais tu peux pas aller mal parce que tu comprends, sinon le bébé il va le ressentir. Tu pourras pas allaiter plus de 6 mois, c'est vraiment malsain. C'est pas une petite coupe de champagne qui va te faire du mal. 42 heures d'accouchement, un peu de sommeil et le lendemain t'as la belle famille qui débarque. Le plus drôle je pense ça a été quand ma belle-mère a chassé l'infirmière de la chambre parce qu'elle en avait marre d'attendre dans le couloir alors que l'infirmière était venue me sonder puisqu'apparemment j'avais pas fait pipi depuis 24 heures. Puis il y a eu cette sage-femme qui est venue dans la chambre et qui me dit non mais là votre bébé va falloir lui donner du lait maternisé parce que là il est en train de crever la dalle. J'avais envie d'allaiter mon enfant et là il y a cette professionnelle alors que moi je suis juste remplie de doutes qui me dit que en fait mon enfant est en train de crever la dalle. Il y a ce moment où il y a le retour à la maison, mon conjoint il est au travail et je me retrouve toute seule avec ce bébé. Puis t'as la famille qui débarque. Ouais, mais on est venu de loin, on est venu voir le bébé. Il y a une fatigue dont personne ne parle. Pas la fatigue du travail, pas la fatigue du manque de sommeil, pas la fatigue du sport. La fatigue de porter toute ta vie seule, porter ta famille, porter les émotions des autres, porter la maison, porter le rôle de la fille forte, celle qui gère, celle qui assume, celle qui tient, celle à qui on ne demande même pas si elle va bien. Et tu t'étonnes d'être épuisée. C'est normal que tu sois fatigué. Tu n'as jamais eu le droit de t'effondrer. La guérison, elle commence quand tu te dis « Je ne porterai plus ce qui ne m'appartient pas. » Et tu verras, le corps se repose quand l'âme arrête de survivre. Si vous êtes jeune, vous voulez devenir parent demain, si vous êtes déjà parent, ce message est destiné pour vous. Vous savez, aujourd'hui, nous jeunes, on transporte beaucoup de traumas familiaux, des traumas de frères et sœurs, des traumas sociétaux qui font que on est tous des épaves ambulants. Et on nous demande d'être forts. Vous savez, les plus grands de ce monde qui ont réussi, la plupart en tout cas, ils sont toujours partis d'une famille qui était dans une cohésion qui élève tout le monde. C'est-à-dire, le papa est là, la maman est là, les enfants sont là, et les parents aiment beaucoup leurs enfants. Et ils font tout pour donner des armes psychologiques à leurs enfants. Une arme psychologique, ce n'est pas forcément de l'argent ou bien... non, une arme psychologique, ça vient du fait que dans tout ce que l'enfant entreprendra, dans tout ce que l'enfant fera dès son petit âge, ses parents lui diront toujours « Waouh, tu es incroyable, tu es incroyable » et tout ça fera que l'enfant, demain, dans tous les défis qu'il rencontrera, il se sentira capable et il sentira une certaine mainmise sur lui pour pouvoir évoluer. Alors que si chez vous c'est la guerre, rien d'intéressant, des parents qui se séparent, d'autres n'ont pas eu la chance d'avoir leurs parents, ça fout en l'air toute une génération et on a ces résultats là aujourd'hui, tout ce qu'on voit là aujourd'hui. Du coup, vous qui êtes jeunes aujourd'hui, vous voulez devenir parents demain, sachez ça. Si vous décidez de faire des enfants, c'est que vous avez une responsabilité, c'est de tout faire pour que ces enfants-là soient les plus solides possibles psychologiquement, en termes de développement personnel et en termes de confiance. Parce que rien ne vaut la confiance de la ressource humaine. Rien ne vaut une ressource humaine qui se sent aimée, qui se sent poussée. Aujourd'hui, le burn-out est un sujet qui touche de plus en plus de personnes, quel que soit leur âge ou leur profession, souvent associé à une fatigue intense, à une perte de motivation et à un épuisement émotionnel. Il soulève de nombreuses questions sur notre rapport au travail, à la performance et au bien-être. Est-il simplement la conséquence d'une surcharge de travail ou le reflet d'un problème plus profond dans notre société? Le burn-out, on en parle aujourd'hui dans le débat de la pause. Dr Niassan Thiessi David est psychologue et consultant chez Monpsychomag. Il est aussi enseignant d'OGRH dans les universités privées. Il est l'un de nos invités dans le débat de la pause aujourd'hui. Voilà, alors ici le débat s'est poursuivi. Vous avez écouté les uns et les autres dans ces différentes vidéos. Je découvre à travers les vidéos qu'on a le burn-out, certes sur le plan professionnel, parce que le dernier intervenant, il a parlé de sa vie professionnelle. D'ailleurs, on le connaît, c'est un jeune créateur de contenu, donc quelqu'un qui est amené à utiliser voilà, sa cervelle, si on veut,
son intelligence pour faire des montages. Donc, ça demande, dans le métier de créativité, beaucoup plus d'efforts mental. Nous avons également une maman qui a parlé de dépression et qui, d'ailleurs, est revenue sur un point très important, son interactivité avec son bébé qu'elle venait d'avoir et aussi son entourage. Une personne qui est en dépression peut devenir un gros danger. Moi, je disais ça tout à l'heure, un gros danger pour ses enfants, pour son entourage. Elle l'a dit, des fois, elle avait envie de faire des choses avec son bébé. On a des cas d'infanticide chez des dames, justement, souffrant de burn-out, ou de dépression postpartum, comme on le dit. Oui ou non, docteur? Oui, cela arrive parce que quand on parle de dépression, c'est ça. Et je disais que non seulement la personne est isolée, mais aussi la personne n'a plus du tout envie du contact. Et donc, le fait que le contact normal soit là, c'est dérangeant pour lui. Et il vit donc une situation douloureuse, une situation qu'il trouve pas bien pour lui. Et donc, lorsqu'on essaie, lorsqu'il y a toujours de l'entourage autour de lui, c'est comme quelque chose, c'est comme c'est frustrant. C'est quelque chose qui l'empêche de pouvoir, pour cette personne-là, ça peut arriver que la personne pense que ce sont eux mon malheur. La plupart du temps même, ceux qui veulent t'aider dans une dépression, ça se retourne contre eux. On a l'impression que ce sont les gens-là qui sont en train de me menacer. On se fait des idées. Ça change dans la tête, la manière de penser, et ils veulent m'empêcher. Par exemple, j'ai reçu un jeune qui a fait un burn-out, une dépression au travail très grave, d'accord, et qui me disait que cela provient non seulement de son boulot, mais aussi de sa maman. Sa maman, je vous dis. Et or que la maman est la seule personne qui prenait en charge, qui le prenait en charge, qui l'amenait à l'hôpital, qui faisait tout pour qu'il retrouve la santé. Pour lui, c'est la maman. Et d'ailleurs même, Dieu lui parle. Et Dieu lui a révélé que non seulement au travail, mais surtout sa maman est sorcière. Elle ne veut pas son bien. Ah, ça, c'est encore un autre niveau de dépression. Ouais. Ça, c'est une dépression spirituelle. Donc, en fait, il ne faut pas dire spirituel parce que quand on parle de dépression, quand on parle du mental, c'est tout l'homme. C'est sur tous les plans. Donc, ça peut toucher le spirituel ou bien le spirituel peut être un appui pour confirmer ce qu'on veut. On peut dire j'écoute des voix ou bien je vois Dieu. On hallucine. Ouais. Et donc, ça peut devenir un motif pour commettre un acte. Mais l'individu n'est pas conscient parce que les mobiles qui le poussent à agir ne sont pas des mobiles conscients. Il n'est pas conscient lui-même. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il cherche à accuser des gens, il cherche à trouver et à justifier ses idées, voilà, par donc son des entourage. mobiles, son entourage. C'est eux qui m'empêchent de vivre. Et puis, quand on parle de burn-out professionnel, c'est professionnel. Donc, l'individu qui est vraiment burn-out, il ne parle plus au travail. Ouais. Une fois qu'il ne part pas au travail et qu'il fait un suivi, l'individu va recouvrer la santé. Mais le danger, quand il va retourner, est-ce que la situation au travail s'est arrangée ou pas? Non. C'est pourquoi, lorsqu'on suit une personne, il faut aussi collaborer avec le gestionnaire des ressources humaines qui est dans la structure, ou bien le manager, le directeur qui est dans la structure, et aussi le rapport que le médecin du travail qui coiffe donc cette interdisciplinarité va envoyer, va stipuler dans quelles conditions l'intéressé doit être réintégré, parce que c'est important. Si la situation stressante ou bien qui crée le burn-out n'est pas arrangée, c'est que l'individu va retourner et il va rechuter encore. Et puis, il peut aussi devenir un danger pour la société elle-même, pour les collègues qui sont là, qui n'ont rien demandé. Bien sûr. On va situer les responsabilités. Vous avez parlé tout à l'heure du médecin de travail. Dans toutes les entreprises, enfin dans la majorité des entreprises, on n'a pas de médecin de travail. On est d'accord avec ça. Il faut on dise des choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de médecin de travail. Donc, les collaborateurs sont là, le personnel, il est là, il est presque livré à lui-même. Parce qu'on ne vient pas checker de temps à autre pour voir si quelqu'un va bien, si la personne psychologiquement tout va bien, si elle n'a pas reçu un coup entre-temps en famille, ça peut être un décès, ça peut être une grosse perte, s'il y a une maladie mentale qui se cache là ou pas. Qu'est-ce que la législation togolaise dit par rapport à la question de la dépression sur le lieu de travail, selon vous? Est-ce qu'il y a quelque chose d'imposé
dans les sociétés, peut-être au niveau de l'inspection du travail? Ce qui est imposé, que ce soit au niveau du code du travail, pour les fonctionnaires du secteur privé, et ce qui est imposé au niveau du statut de la fonction publique, c'est que l'employeur, donc quand je dis employeur, pour le secteur public, c'est l'État. Et de ce côté, l'employeur est tenu de garantir, et c'est ce que la Constitution togolaise dit, de garantir donc l'intégrité non seulement mentale, physique, mais aussi mentale de tout individu. D'ailleurs, même la Constitution togolaise dit que l'État est tenu de garantir l'intégrité physique et mentale de chaque individu. Et le Code du travail vient continuer. Il affirme que l'employeur doit normalement essayer de tout faire pour éviter plutôt les situations qui peuvent amener les individus à faire un burn-out, un stress, disons, éliminer les risques psychosociaux au travail de façon plus simple. Et donc, c'est reconnu par la législation. Et les maladies professionnelles nous invitent plutôt à avoir des techniques préventives. Parce que si on ne prévient pas, ça va arriver. Et on passe à la guérison qui est plus compliquée. Voilà, qui est plus compliquée. Maintenant, lorsque quelqu'un est malade, ou bien quelqu'un fait la dépression, voilà, il y a le service de sécurité de la section de la médecine du travail et des sports au Togo qui s'occupe donc de ces cas-là. Une fois que vous êtes malade de n'importe quelle maladie, parce qu'il y a le médecin du travail qui est le chef du service. Par exemple, ici, où moi-même j'ai passé un bon temps, c'est le docteur Kevin Silver qui est le médecin-chef, le médecin du travail là-bas et le chef de la section. Et donc, il y a un psychologue du travail. J'ai un aîné là-bas, docteur Amiga, avec des infirmiers et d'autres personnes. Et donc, ils vont donc essayer d'aider. Ce n'est pas qu'ils vont essayer, ils vont vous aider, trouver les solutions adéquates, idoines. Et lorsque c'est prouvé que l'individu fait un burn-out, un burn-out, alors il y a des moyens. Il faut aussi envoyer cette preuve-là à la CNSS pour que, par exemple, si CNSS, c'est pour le privé, le secteur privé. Mais si c'est au niveau de la fonction publique, donc la CRT, voilà, on envoie ces informations, bien dûment signées par le médecin du travail qui coiffe l'équipe. Et donc, on suit la procédure et le travailleur est pris en charge pour la guérison. Et on essaie aussi dans le même temps, de faire les choses essentielles qu'il faut faire dans l'entreprise. Donc, il y a toute une panoplie de stratégies, mises en place pour aider les travailleurs à aller mieux. Seulement que la plupart des Togolais, on va parler de nous, ne sont pas au courant de ces Ils ne vont pas à l'information. Voilà. Je crois qu'on ne va pas à l'information. Aujourd'hui, nous vous apportons l'information. Et franchement, docteur, merci pour tous ces développements. Je vais revenir à vous. On parle du burn-out. On s'est vraiment longtemps appesanti sur la question professionnelle. Mais parlons maintenant des retombées sociales. Et je vais m'intéresser au pasteur Lawani. Quand on parle de dépression à la maison, en famille, c'est là où les conséquences sont plus lourdes. Exactement. On a des conséquences dans les foyers, monsieur qui devient violent, madame qui devient violente, les enfants qui encaissent des coups par-ci, par-là. Il y a la violence verbale également. Les comportements changent, donc ça dégrade l'écosystème familial. On en voit également en circulation des personnes qui sont dépressives, qui sont à moto, qui sont au volant de leur voiture, qui sont très hargneuses, agressives, on ne comprend pas. Comment ça se passe dans le foyer, en fait, la question de la dépression? Je sais que vous parlez beaucoup avec les couples. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle la dépression? Comme le docteur a dit, je vais être un peu simple, parce que c'est un sujet très important. La dépression, c'est quand tu rentres dans un tristesse profond. Parce que c'est quand l'énergie négative domine l'énergie positive. La dépression, c'est quand tu es triste. On peut être triste dans un moment. Ça arrive à tout le monde. Mais quand ça devient profond, et tu n'arrives pas, parce que Dieu nous a créés dans une manière de contrôler
notre atmosphère. C'est pourquoi on a un mental à réfléchir. Mais quand l'énergie négative vient, c'est l'énergie positive qui chasse. Des fois, tu n'as pas de lumière. C'est pourquoi il faut avoir faim pour manger. Mais quand tu n'as plus faim, là, tu as un problème. Vous voyez? C'est l'énergie. Qu'est-ce qui te rend faim? C'est ça. Et quand tu n'as plus faim, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi en tant qu'humain. Donc, la dépression, c'est quand tu rentres dans une tristesse profonde. Et qu'est-ce qui cause ça? Et pour nous, je vais parler de nous les hommes, parce que souvent, les femmes arrivent à se contrôler quand ils dépriment plus que les hommes. Les hommes, c'est des circonstances comme quand tu perds ton boulot, décès. Et pour les femmes, quand tu fais un faux couche, même les femmes, après l'accouchement. Oui, elles font la dépression postpartum. Ça veut dire que tu ne veux pas accepter ce que tu as vécu. Vous voyez? Parce que l'échec, il faut d'abord accepter l'échec avant de vaincre l'échec. Mais quand ton énergie n'arrive pas à accepter l'échec, tu rentres dans une dépression. Ça veut dire que tu ne veux pas accepter que tu vis dans un moment difficile que tu peux changer. C'est quand tu n'arrives pas à changer ce moment que tu rentres dans une dépression. Dans ce moment, quand un homme perd son boulot, par exemple, et il n'arrive pas à voir que je perds mon boulot, mais j'ai ma santé. Ouais. C'est un travail psychologique. Et travail de soi-même. L'atmosphère, l'environnement. Par exemple, la dernière fois, il y a un de nos enfants élèves qui a échoué sa bac 1, il s'est suicidé. Non, ce n'est pas... Quand on voit profondément, avant qu'elle a décidé de se suicider, est-ce que l'atmosphère, avant l'examen même, était comment pour la fille? C'est vrai. Où est-ce que je dis? C'est vrai. Parce que un enfant, je donne l'exemple d'un enfant qui a été dépressif pour se suicider. Parce que avant d'être suicidé, comme le professeur et le docteur a dit, avant de prendre la décision de se suicider, ça veut dire que tu as eu l'étape de dépression. Ouais. Ça veut dire que tu es fatigué. Ok, je vais aller. Tu vois mieux que là où tu es. Et que tu es content. Est-ce que tu penses avoir trouvé la solution à ton problème? Tu penses avoir trouvé la solution. Ouais. Ça veut dire que l'atmosphère que tu vois devient toxique. Ton corps n'arrive plus à accepter. Tu n'as plus faim, tu ne douches plus, tu ne manges plus, tu ne fais pas des choses qui te faisaient plaisir plaisir. Le papa devient agressif à la maison. Elle ne veut plus voir quelqu'un autour de lui. Elle devient agressive à maman. Maman parle, papa frappe. Vous voyez? Ça veut dire que l'énergie, tu n'arrives pas à contrôler. C'est une énergie en fait. C'est spirituel. Mais pour que, comme on est sur un plateau, pour qu'on aille plus facile pour tout le monde, c'est quand tu n'arrives pas à contrôler l'imagination que tu as. Parce que la vie, c'est l'imagination. Je suis d'accord avec ça. C'est ce que tu vois. C'est ce que tu te dis. C'est ce que tu te dis et c'est ce que tu acceptes. C'est ce que tu acceptes. De la réalité. Sagat, on va garder le micro en main, Sagat. Ça veut dire que quand tu, par exemple, un papa, moi, quand j'ai un échec, est-ce que tu es prêt pour un échec dans la vie? Ça, c'est la première question. C'est la question. Parce que c'est des choses... Tout le monde peut avoir des maladies n'importe quel moment. Hein. Là où tu es en bonne santé, et demain, tu es parti coiffeur, et tu es à l'hôpital, on te dit que tu as une maladie. Comment tu reçois l'échec? Et les réactions par rapport à l'échec, c'est ça qui détermine si tu vas rentrer dans la dépression ou pas. Par exemple, quand papa perd le boulot, il rentre à la maison, il achète des biscuits pour ses enfants, tout le monde est en joie. Déjà, tu es en train de contradire l'énergie négative. Ouais. Il faut avoir cette psychologie, il faut travailler sur soi psychologiquement pour que tu arrives à contre-attaquer l'énergie négative quand tu reçois un choc. Parce que
avant de devenir dépressif, tu reçois un choc. C'est un choc. Par exemple, les gens rentrent dans la dépression quand ils perdent leur maman. Par exemple, ça c'est un choc. C'est un Leurs choc enfants. émotionnel, C'est un choc. oui. Mais il faut te travailler psychologiquement qu'un jour, je peux perdre mon enfant. Mais n'importe qui peut mourir. Je peux perdre mon boulot. Je peux faire un accident. Je peux tout te basculer à n'importe quel moment. Mais c'est la capacité. Comme l'exemple de la fille que je dis toujours. Il faut qu'on... on a une société aujourd'hui où on pense que tout est facile. La vie n'est pas facile. Il faut qu'on crée l'atmosphère d'endurance. Mais aujourd'hui, dans nos générations, il n'y a plus l'endurance. On baisse trop vite les mains. Et les générations sont trop sensibles. Un petit coup, tu te trouves tombé. Alors que tu te prends tomber 7 fois se lever. C'est parce qu'on ne s'est pas préparé en amont. Parce que le système ne nous prépare plus à accepter les chocs. La société doit nous apprendre que la vie, c'est la lumière et l'obscurité. Et tu dois traverser l'obscurité. Pour aller à la lumière. Donc, en tant que père à la maison, ce qui nous mène, c'est notre incapacité en tant que personne responsable de contrôler les échecs, les chocs. Parce que c'est des chocs qui amènent la dépression. Quand tu ne veux pas accepter ce qui t'arrive, il faut accepter que, OK, par exemple, quand tu fais un accident et tu as eu une maladie, je ne sais pas, il faut accepter d'abord que voilà ma réalité. Mais je peux contrôler la réalité. Et je peux continuer par vivre. À vivre. Expliquer comme ça, je crois que ça parle, en plus des explications du docteur, ça parle beaucoup plus aux personnes. Et d'ailleurs, ici, j'ai un témoignage. Nous avons P. Zach depuis Haripé qui dit que le sujet d'aujourd'hui est bien arrivé. Il s'est enfermé, donc je me suis enfermée sans manger, mine bien serrée dans ma chambre. C'était une dinguerie et ça m'est arrivé, ça a duré 2 jours. Déjà 2 jours, je pense que ça commence à prendre un élan assez sévère. Une journée, ça passe. Une demi-journée, ça passe. Mais au bout d'une journée, docteur, on devrait commencer par s'inquiéter, n'est-ce pas? Qu'une personne s'enferme. Oh, qu'une personne s'enferme, on devrait s'inquiéter. Oui, mais 2 jours, c'est pas encore trop. Ouais. Ah, ça peut aller au-delà. Donc, finalement. Il se sent bien. Il se sent bien maintenant. Il se sent bien maintenant. Bon, il n'a pas encore dit. On va lui demander un petit retour. D'accord. Mais au bout de combien de temps on doit s'inquiéter qu'une personne se renferme? Parce qu'on peut avoir également besoin de solitude. Ça fait normal dans la vie, non? Ouais, quand tu normalement, Dieu nous a créés dans une manière que quand tu dois avoir faim, tu dois avoir faim. Il faut manger quand tu as faim. Mais quand tu ne manges pas quand tu as faim, psychologiquement, sauf si tu fais un régime. Si tu te dis, je fais un régime. Mais si tu ne fais pas de régime, tu sais dans la tête. Parce qu'on sait ce qui nous arrive. Hein. Dieu nous a créés comme des dieux. On sait ce qui nous arrive. C'est parce qu'on ne veut pas accepter. Par exemple, quand tu perds quelqu'un qui est important pour toi, par exemple ta mère, tu vas voir que ta vente est fermée. Tu n'as plus d'appétit. Tu n'as plus d'appétit. Peut-être, on te dit, tu perds la réalité. Mais et quand ça dépasse 1 jour, 2 jours, on me le jeûne. Ce n'est pas que tu jeûnes, ce n'est pas que tu es devant la face de Dieu. 1er jour, 2e jour, 3e jour, 4e. La personne, on doit aller voir la personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça traîne, ça prend du temps. Non, ça prend du temps. On doit manger. Oui, je vais vous choquer un peu. Hein, parce que, en fait, 2 jours, pour moi, c'est rien. Et quelqu'un peut faire une dépression et manger beaucoup. Oui, parce qu'on parle de boulimie. Donc, c'est pas que lui ne va pas manger. Naturellement, beaucoup de personnes ne mangent pas. Mais pour une autre personne, quand il stresse, il mange beaucoup. Même s'il ne prend pas du poids, il mange beaucoup. Donc, il y a plusieurs manifestations. Et donc, pour dire que c'est la dépression, chez le psychologue,
il faut rassembler certains critères. Il faut qu'on évalue et qu'on voit qu'au moins sur ces critères-là, il y a 5 qui sont valides. Et ensuite, la durée. Quelqu'un peut faire une semaine de solitude sans que ce soit de la dépression, peut-être une déprime. C'est pourquoi il dit chaque jour ou bien chaque semaine, peut-être nous déprimons. C'est pourquoi j'ai parlé de santé mentale. Dans la santé mentale, il y a le bien-être psychologique et il y a la détresse psychologique. L'énergie positive et l'énergie négative. D'accord? Donc, lorsque les événements de la vie nous frustrent, ça crée souvent une détresse en nous. Cette détresse psychologique, cette charge psychologique négative que nous recevons peut nous amener à faire une déprime, par exemple. La plupart du temps, on déprime. Par exemple, j'ai envie d'avoir une voiture. Avec mon niveau, le statut social que j'ai, je dois avoir une voiture. Mais le salaire qu'on me paye, par exemple, ne me plaît pas encore de m'offrir une voiture. Frustration, n'est-ce pas? Une détresse. Ouais. Mais j'arrive quand même à accepter. Je dis, bon, tiens, je vais réserver ça pour d'ici 2 ans. Je vais économiser. Donc, j'ai trouvé une situation atténuante qui me permet d'accepter la situation, la détresse actuelle là. Je pense que remettre... Là, vous êtes en train de rejoindre le pasteur parce que là, vous avez accepté la situation en question et vous avez trouvé une solution, sinon une belle excuse pour continuer par vivre. Maintenant, il peut arriver que la vie elle-même, ou bien les situations de la vie, les situations environnantes ne vous permettent pas d'y arriver, malgré les mécanismes que vous mettez. C'est là aussi le comble. L'angoisse. Oui, ça dit que souvent, ce n'est pas parce que la personne n'avait pas les moyens, ou bien la personne attire des énergies négatives. Non. C'est parce que la situation en soi-même demeure difficile pour l'individu et qu'elle n'a plus la capacité de pouvoir contrôler la situation, d'avoir une mainmise, qu'il sombre dans une dépression, par exemple, ou bien qu'il fait un burn-out. Mais non, la différence, c'est que l'autre, c'est au travail, l'autre, c'est à n'importe quel moment. Mais surtout, comme il a dit, la dépression est caractérisée par une tristesse profonde. D'accord? On ne refuse pas. Mais le burn-out aussi est caractérisé par la même chose. Ouais. L'émotion, tout ce qu'on vit va dans le même sens. D'accord? Et donc, lorsque la personne fait cela, le problème, c'est que dans la vie sociale, la vie active, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas que les individus ne sont pas préparés, mais c'est qu'il y a des situations qui dépassent l'individu. Et en ce moment-là, certaines sphères de sa vie prennent le coup. Et donc, la maladie ou bien une dépression peut arriver. C'est-à-dire qu'on a, si je comprends bien, nous avons tous en tant qu'individus un seuil de tolérance de la douleur. Nous avons un seuil de tolérance de ce qui peut être un coup externe qui vient à nous. Arrivé à un moment, ça dépend également de la portée du coup. Je peux ne pas tenir face à ça. Et nous sommes des êtres humains, certes, mais nous sommes également à l'état mental. Il se pourrait que mes émotions, ou alors ma capacité à gérer mes émotions, ait atteint son seuil. Que face à ce qui m'arrive, je ne puisse plus me contenir. Et si je n'arrive pas à me contenir, dès l'instant où ça déborde, ça me dépasse, c'est fini. Je n'ai plus le moyen de faire quoi que ce soit. C'est bien ça, hein? C'est clair, exactement ça. C'est clair. Maintenant, moi, je reviens encore sur la vie sociale. Sur le plan professionnel, au moins, la solution est trouvée. Il y a des personnes qui sont là. Il y a le médecin de travail, il y a voilà, une organisation qui peut vous prendre en charge. Et même que votre entreprise est emmenée à vous prendre en charge d'une manière ou d'une autre. Mais sur le plan familial, où là-bas, on ne sait même pas ce qui se passe, il n'y a pas de prise en charge, c'est madame qui est à la maison ou monsieur qui va devoir supporter l'humeur de l'autre personne sans pour autant identifier ce qui se passe. On sait tout ce que ça peut créer comme problème aujourd'hui. Sagat aussi va prendre le micro. Pasteur, est-ce que vous avez déjà rencontré un couple dans lequel l'un ou l'autre souffrait de dépression? Oui, bien sûr. J'avais rencontré un couple. La femme a accouché. Oui, l'accouchement, ça rentre dans la dépression, ça donne la maladie mentale. Hein. L'accouchement peut donner la maladie mentale. Ouais. La femme a accouché et brusquement, elle a changé. Elle veut pas attendre le cri du bébé. Quand le bébé crie,
elle devient agressive. Elle est irritée. Elle devient agressive à la maison. Même pour traiter l'enfant, elle n'arrive pas. Elle ne veut pas toucher l'enfant, elle ne veut pas avoir l'enfant. Elle ne veut pas même avoir. L'enfant représente un problème pour elle, comme vous l'avez dit. La femme représente un problème. La raison est que certaines femmes, le moment de douleur d'accouchement, ce moment de douleur d'accouchement devient choc pour eux. Ouais. Ils n'arrivent parce que, et après l'accouchement, il faut avoir façon de. Et c'est comme de malheur au bonheur. Mais certains n'arrivent pas à faire la transition de ce malheur au bonheur. Donc, ce choc psychologique reste en elle. Elle devient agressive à la maison. Le monsieur, manque d'expérience, ne comprend pas. La femme devient agressive. Elle devient mentale. Elle commence à crier la nuit. Oh. C'est-à-dire, elle devient... Elle a dû prendre un sacré opposé de ce que... ce qu'il avait connu dès le départ. Ce qu'il avait connu. Parce que quand elle était en grossesse, elle était normale. C'est après l'accouchement. Donc, c'est un problème de dépression. Tristesse. C'est la douleur qu'elle a traversée au moment d'accouchement reste en elle. Ça réagit, ça mental, psychologie. Qu'est-ce que j'ai dit au monsieur? Je lui ai dit, monsieur, ce problème, il faut essayer de se calmer. Parce que c'est la manière que toi aussi tu réagis qui va par rapport à la réaction de ta femme qui va décider conséquences. Comment les conséquences seront. Donc, tu te calmes, amène sa mère chez toi. À la maison pour prendre soin de l'enfant. Parce que la mère et la femme sont très... complices. Amène la mère de ta femme pour qu'elle prenne soin de... D'abord, il faut que quelqu'un prenne soin de l'enfant. Oui. Pour calmer l'atmosphère. Avec le temps, parle, montrer l'amour. Parce que la première chose pour éradiquer la dépression, c'est l'amour. Il faut que la personne se sente entourée. Il faut tout faire. Parce que c'est l'amour. Parce que même quand tu vas chez un psychologue, le psychologue va te parler. Il te parle de bonnes choses. Ouais. Des choses positives. Et ne sois pas triste. Qu'est-ce que tu aimes? C'est-à-dire des paroles... qu'on a envie d'entendre. Des choses qui rapportent du soleil. Il faut montrer l'amour. Le monsieur commence à amener, même quand la femme est triste, lui, il ne va pas. Il ne voit pas ça. Il amène des choses qu'elle aime. Je lui ai demandé, qu'est-ce que ta femme aime? Parfum, pain. OK, essaye. Essaye. Même malgré qu'elle réagit. Mais avec le temps... Elle s'est adoucie. C'est un moment, avec le temps, ça passe. Donc, dans un couple, tu peux causer la dépression. N'importe quel détail que tu ne comptes pas que ça peut... Même la parole. Oui, bien sûr. La manière que tu parles à quelqu'un, tu ne vaux rien. Des paroles blessantes. Tu ne peux pas réussir. Si nous, les enfants d'aujourd'hui, quand tu dis à un enfant, tu échecs, si tu ne passes pas l'examen, tu vas rien devenir. Qui te dit ça? Il y a des enfants qui sont des coiffeuses qui ont reçu leur vie, oui ou non? Bien sûr. Bien sûr. Mais aujourd'hui, les enfants rentrent dans la dépression en allant à l'examen. Parce que papa dit, je dois réussir forcément. Si je ne réussis pas, je ne suis plus un bon enfant. Les paroles à la maison. Les coups. Les paroles, la manière que tu parles. Ne sois pas violent, sois douce. Essaye de contrôler, de connaître ta femme, ton homme. Parce que tout ce qu'on contrôle, c'est ce qu'on dit. C'est la parole. On ne peut rien faire que la parole. Même les médicaments qu'on prend pour les dépressions, ça ne travaille pas comme quand tu travailles psychologiquement sur la personne. Parce que la vie, c'est psychologie. C'est ce qu'on reçoit. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne reçois pas. C'est clair. Tu deviens ce que tu penses que tu es. C'est pourquoi un fou peut boire l'eau dans un gota. Dans un caniveau. Dans un caniveau. Un fou peut boire l'eau parce que c'est ce qu'il pense qu'il est. Il pense que ce que je fais là, c'est bien. Ouais. Si je ne douche pas, c'est bien pour moi. Il s'est transformé psychologiquement. Parce que mental, c'est psychologie. Vous voyez ça? Donc, dans la maison de couple, il faut que le monsieur peut être déprimé pour un moment, la dame peut être déprimée pour un moment, mais chacun doit avoir cette mentalité de montrer l'amour. C'est l'amour qui domine. Parce que sans la lumière,
on ne peut pas vivre. Nous tous, on a des problèmes. Moi, là où je suis, il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire. C'est ça, ce qui m'arrive. Mais je dois montrer cet amour à dominer l'obscurité qui est en moi. Ma lumière doit être plus que mon obscurité. Tu comprends ce que je dis? Même mes enfants, moi, je ne veux pas que si mes enfants ne sont pas intelligents, par exemple, ce n'est pas tous mes enfants qui vont réussir à l'école. Ouais, Moi, j'ai des enfants. Parmi mes enfants, il y a certains qui ont eu 15, 16. Mais il y a certains qui ont 10 de moyenne. Mais ce n'est pas grave, oui. Mais ce n'est pas grave. Mais ce que je constate est que celui qui a 16 de moyenne, la manière que je lui traite, et celui qui a 10 de moyenne, la manière que je le traite est différente. Pourquoi? Celui qui a 10 moyens, il a certaines caractéristiques en lui que celui qui a 16 de moyenne n'a pas. Il n'a pas, ouais. Il a certains talents. Il est plus ordonné. Vous voyez? Donc, j'appuie sur son force là. Oui. Comme il est ordonné, je sais ce que je vais faire pour lui. Pour l'aider à remonter la pente, voilà. Mais celui qui a 16 de moyenne, il est toujours désordonné. Très désordonné. Et lui aussi, je sais comment l'aider à s'équilibrer. Donc, c'est des choses qu'on doit faire à la maison en tant que parent. Parce que toi, en tant que père, toujours je dis, tu dois connaître la vie. Tu dois voir les choses plus que tes enfants et ta femme. Tu dois avoir la capacité de gérer le bateau en tant que capitaine. C'est là où c'est bien de le dire, hein, mais ça demande beaucoup aux hommes. Ça demande beaucoup aux hommes parce qu'ils travaillent. Il faut lire. Il faut avoir les informations psychologiques. Moi, je lis, docteur, je vois sur Google comment gérer une dépression. En tant que père, il faut lire. Comment gérer un enfant qui a des maladies traumatismes. Vous voyez, il faut savoir gérer l'atmosphère. Il faut lire. Il faut avoir l'information. Parce que c'est l'information qui va t'aider à gérer les bien sûr, je suis d'accord avec vous. En tout cas, de toute façon, Ouais. Pascal Laoni, je pense que vous avez dit beaucoup. Ouais. J'aimerais écouter Sagat également, qui travaille avec plein de couples sur la question de la dépression. Les gens qui traversent des choses, difficilement on se lève pour aller vers des spécialistes. Je crois que le docteur est d'accord avec nous. Difficilement, les gens se lèvent pour aller vers des spécialistes pour dire ce qui ne va pas. On banalise un peu la question de la dépression. Mais toi qui en rencontres aussi des gens, puisque tu fais du développement personnel, comment ça se passe avec les personnes dans ces situations? C'est vraiment difficile, en fait, de les emmener. On ne les guérit pas. En fait, ce sont eux-mêmes qui décident, en fait, de se guérir. On peut tout dire, mais tant que la personne, comme le pasteur l'a dit, et le docteur, tant que la personne n'accepte pas la phase dans laquelle elle est, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Et parfois même, tu retrouves des gens qui sont dépressifs, mais qui ne savent même pas, en fait, qu'ils sont dépressifs. Et là, c'est encore plus grave. Oui, plus grave parce qu'au final, c'est l'entourage qui subit, et celui qui est dépressif se dit, en fait, que l'enfer, c'est les autres. Mais quand tu atteins cette dimension de dépression, il y a des signes au-delà du mental, en fait, qui vont commencer par émerger sur toi. Des douleurs physiques, ça peut être des douleurs au niveau de la poitrine, les douleurs au niveau des nerfs, des douleurs au niveau du bas du dos, la colonne vertébrale. Justement, les douleurs au niveau du crâne. Même sous l'omoplate, les vertèbres et tout ça. Donc, quand tu as ce genre de douleurs qui ne sont pas justifiées, essaie juste de checker ton humeur pour voir à quel point tu as changé. Essaie d'écouter les remarques qu'on te fait. Et à partir de là, tu dois commencer par changer, en fait. Parce que tout récemment, il y a un jeune, mais très jeune, il n'avait même pas encore 30 ans. Il a fait une dépression et il est mort, en fait. Il a fait un AVC. Et quand on parle de AVC, c'est les prémices, en fait. Suite, tu vois, un peu. Nous, on se disait que ça, c'était pour les vieux. Mais le gars n'a même pas encore... Aujourd'hui, les jeunes, il y a tellement de jeunes qui font des AVC. Même en début de semaine, un homme de la cinquantaine, il fait un AVC, quarantaine. Même des jeunes de la vingtaine, ils font des AVC aujourd'hui. Hier, pas plus tard que hier soir, j'ai reçu une demoiselle dans mon cabinet dont j'ai eu l'opportunité de coacher dans la prise de parole en public, et elle a vu l'impact de la formation. Après, à un moment donné,
on ne la voyait plus, elle avait disparu. Mhm. On essayait de la contacter, mais sans succès. Hier soir, elle est revenue me voir pour me dire, écoute, je suis en train de traverser une phase de dépression, mais vraiment extraordinaire. Je suis parti à l'hôpital, j'ai pris des médicaments, ça ne va pas. Et je sais néanmoins que je peux trouver la solution à ton chevet et tout. Mhm. Mais par contre, je ne suis pas sûr que mon mari puisse accepter parce que depuis un moment, je lui dis que je dois travailler avec toi et il est totalement fermé Mhm. à l'idée. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, si ton mari est fermé à l'idée, c'est normal, tu es sa femme, tu es son bien le plus précieux. C'est parce qu'il se dit peut-être qu'en partant à l'extérieur, il n'aura pas le contrôle en fait sur ce qui est en train de se passer. Mm. Donc ce qu'on peut faire, on peut organiser des séances où lui, il est en ligne, il est en train de voir tout le processus, ou encore au sein de son bureau et tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que parfois, il y a des gens qui sont conscients de leur dépression, mais c'est leur environnement en fait Qui les empêche d'aller à la guérison. justement, Ouais, qui les c'est vrai. empêche en fait à aller à la guérison. Quand une personne saine d'esprit, enfin, qui a toujours été saine d'esprit, vous dit, je suis en train de souffrir, ayez au moins l'humilité de lui dire comment est-ce qu'on peut t'aider. En fait, il est question d'empathie. Et c'est très bien que tu abordes déjà de la question de la guérison, parce que nous allons aller là-dessus. Comme je l'ai dit, nous sommes ici pour aider les uns et les autres à trouver des solutions à leurs problèmes. Et je ne vous dis pas le nombre de témoignages que je reçois sur le téléphone, c'est pour vous faire voir à quel point le sujet est important. En parlant de guérison, il y a des tips, il y a des pratiques, il y a des manières, il y a la parole, il y a l'acceptation. Nous avons nos psychologues qui sont là également. Nous avons d'autres psychologues, nous avons les personnes religieuses qui peuvent aussi intervenir. On va revenir sur la responsabilité des uns et des autres. Mais nous avons une personne avec nous qui, elle a décidé d'offrir un cadre pour détendre les nerfs, vous mettre à l'aise, vous permettre de dormir même, pourquoi pas, vous faire masser. Elle a des pratiques, elle s'est fait former de part et d'autre pour aider les uns les autres à vivre leur moment de dépression ou simplement une fatigue extrême de la meilleure des manières. Elle se nomme Madame Shalom, donc Shalom de Shalom Beauty Lounge, qui va monter au plateau, vous donner des astuces sur comment passer une journée de stress et faire tomber la pression, le stress, l'angoisse, ne pas devenir le problème des autres. Vous allez m'excuser pour ça. On accueille Shalom en musique, s'il vous plaît, les gars. Madame la beauté, ça va? S'installe avec le docteur ici, tu veux bien? D'accord. Ah, la dépression, mon Dieu. Bien. Madame Shalom, on prend le micro, bonjour. Bonjour Océane, bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Ça va, je vais bien. On parle de dépression, on parle du burn-out aujourd'hui. Vous avez votre institut qui accueille au quotidien une belle clientèle. Quand les gens ils viennent, on sait aussi que quand on va vers son esthéticien, c'est comme aller prendre un verre au bar. Vous finissez par devenir des confidentes parce que les gens vous racontent leur quotidien. Effectivement. Il arrive des moments où on partage beaucoup de choses avec les clients. Et j'ai déjà eu une expérience où je massais un monsieur. À un moment, il a dit « J'ai juste envie de mourir ». Oui. En plein massage. Oui. Il était vraiment... Et il a commencé à pleurer, en fait. Wow. Il a commencé à pleurer. J'étais déboussolée au premier abord, mais je me suis reprise moi-même et j'ai essayé de parler avec lui, de lui donner de l'espoir, de lui dire que ça ira. Quel que soit le problème, on finit toujours par trouver une solution. Et Dieu merci, parce que c'est pas un Togolais, c'est un étranger. Et Dieu merci, il est toujours là aujourd'hui. Et je pense que ses problèmes se sont arrangés parce qu'il ne m'a pas détalé ses problèmes. Mais quand je lui ai parlé, il était vraiment soulagé. À la fin, il m'a dit « Ah, vraiment, merci ». J'ai été très utile pour lui. Donc, pour le process. Est-ce qu'il a continué ces séquences, ces séances de massage? Oui, jusqu'à ce qu'il ne parte, il venait toujours se faire masser et tout. Et donc, moi aussi, je profitais pour lui raconter
le faire rire des fois et tout. Et on a gardé une très belle amitié, je vais dire. Est-ce que vous avez l'impression que sous nos cieux, nous ne savons pas véritablement prendre soin de nous? Comme on le dit, avoir un moment pour soi, face à soi, seul avec soi. Est-ce que vous avez du mal en tant que directrice d'institut, nous considérons toujours que voilà, aller à l'institut pour un massage, c'est un luxe. Ouais. Aller faire les pédicures, manicures, c'est un trop luxe. Des soins, c'est un luxe. Quel est votre avis sur ce Il y a sujet? beaucoup de personnes qui pensent cela, alors qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. Parce que quand on est là et qu'on sent qu'on prend soin de nous, ça réveille un certain sentiment. Ça nous donne de l'amour, en fait. Ouais. Parce que vous vous sentez chouchouté, vous dites, ah, moi aussi, quelqu'un est là en train de prendre soin de moi. Ça dégage des énergies, ça libère des hormones naturelles du bien-être, je vais dire. Voilà. Et ça, c'est vraiment le plus important. Moi, je le dis toujours, il faut s'aimer, s'accorder du temps. Parfois, même laisser les enfants à la maison pour prendre un peu de temps pour soi, ça fait beaucoup de bien que les gens n'imaginent pas. Mais en même temps, on a tous envie de se faire chouchouter. Je vous assure qu'on a tous envie de se faire chouchouter. Mais il faut avoir les moyens de se faire chouchouter. Ça coûte quelque chose d'aller à une séance de massage. Si on n'a pas les moyens d'aller en institut, quelles sont ces petites pratiques qu'on peut avoir à la maison? Madame peut aider monsieur. On est obligé de s'entraider avant même d'aller voir le psychologue, avant de venir vers vous. On peut quand même faire quelque chose à la maison. C'est peut-être une petite bassine d'eau chaude avec laquelle on accueille monsieur le soir pour qu'il plonge ses pieds dedans, ou un moment de massage. J'ai pas des petites choses qui coûtent pas beaucoup, citron 100 francs, j'ai pas de non. C'est le genre de choses qu'on peut faire pour se faire plaisir. Effectivement. Il y a ces petites astuces-là, comme tu viens de le dire. Le soir, quand on rentre à la maison, avoir une bassine d'eau tiède. Si on a de l'huile essentielle, l'odeur, l'environnement, se détendre, ça fait beaucoup de bien. Et souvent, ce n'est pas question de moyens toutes les fois. Il y a des gens qui trouvent que ça n'a pas d'importance, en fait. Ouais. Alors que la santé n'a pas de prix. Ouais, Qui refuse aujourd'hui de s'accorder du temps, ira passer ce temps-là à l'hôpital et pour dépenser des millions pour chercher ce qu'on peut peut-être avoir avec 10 000 ou 15 000 francs. Parfaitement d'accord avec vous. Donc, c'est un programme, une organisation qu'on doit faire pour se dire « Ah, ça, il faut que je le fasse pour mon bien-être. C'est comme je dis souvent, on ne doit pas aller à l'hôpital parce qu'on est malade. On doit aller à l'hôpital pour ne pas tomber malade. Normalement. C'est ce que le docteur disait. Voilà. Il ne faut pas attendre le moment de guérir. Effectivement. Il faut plutôt de la prévention. Voilà. On ne mange pas parce qu'on a faim. On doit manger pour ne pas avoir faim. Parce que quand la faim se fait ressentir, là, c'est le mal qui est là. Ouais. Et là, ça peut créer d'autres choses. Donc, il faut prévenir, avoir un peu de temps, essayer de s'organiser pour s'accorder un peu de temps pour soi, pour éviter les extrêmes après. Donc, c'est un peu ça. Alors, on est maintenant sur la lancée des solutions. Donc, je vais vous repasser la parole dans peu de temps. Miss Ruth, elle écoute, elle boit vos paroles, elle ne dit pas grand-chose parce qu'elle se rend compte que, oh, il y a mis blade, dépression, quelqu'un, le docteur, ah, soit. Alors, il y a une personne qui dit merci beaucoup à vous pour le sujet d'aujourd'hui. Je déprimais sans le savoir. Je passe un moment difficile et ça fait déjà une semaine que je n'arrive pas à manger correctement. Je dors très mal, je pleure pour de petites choses, je n'ai envie de rien faire du tout. Donc maintenant, vous savez ce que ça peut être et ce que nous vous recommandons, c'est d'aller voir un spécialiste. On dit souvent que les spécialistes ne sont pas foisons, qu'on ne les croise pas dans les hôpitaux, on ne sait même pas où ils sont. Quelqu'un m'a dit, Océane, psychologue le Togo, vous allez nous dire finalement, qu'est-ce qu'il en est? Il y a assez de psychologues au Togo. Et pour expérience, je suis psychologue et j'ai des aînés qui sont psychologues. Le problème, c'est qu'il y a une perception de ce qu'on appelle psychologue dans nos pays, en Afrique. C'est ça qui est à la base de tout ça.
Et aussi, on n'a pas encore cette culture-là d'aller vers les psychologues. Parce que le jour où tu dis à quelqu'un, ou bien quelqu'un dit « je veux voir un psychologue Ouais. tout le monde commence à dire « oh, Oui, j'allais voir. ah ben, vous voyez. Joe. Chose particulière, même les personnes qui sont dans la situation sont étonnées en fait de voir une personne dire que non, je dois aller voir un psychologue. C'est bien ça. Et donc, il va falloir que cette culture-là, avec les sensibilisations, puisse s'installer et puis c'est fini. Sinon, par exemple, celui qui veut, c'est simple, vous rentrez dans le moteur de recherche Google, vous tapez mon psychomag, vous tombez sur notre page, les 3 boutons en haut à votre gauche, vous tapez là-bas et puis vous voyez en bas, prendre rendez-vous avec un psychologue. Vous tombez sur nous. Ni vu ni connu, Ni vu, personne ni ne connu, sait que vous voilà. êtes allé voir un Il psychologue. y a des cabinets aussi de psychologues. Il y a aussi les psychologues dans les CHR, les CHU, Ouais. voilà, les hôpitaux privés. Il y a les psychologues. plein. Voilà. Donc, c'est vous Si qui ne cherchez- voulez pas aller vers les psys. Sinon, il y a des psys partout. Il y en a qui disent que ça va coûter cher, que le psy, c'est... Ah, quand même, ça, c'est maladie de riche. Est-ce qu'une consultation, on ne va pas donner le coût, mais c'est abordable quand même pour tout un chacun? Oui, abordable. Pire encore, je dis plus encore plutôt, par exemple, dans les hôpitaux publics, au CHU, au CHR, si tu peux avoir un psychologue là-bas, c'est encore plus moins cher. Maintenant, celui qui peut aller dans un cabinet, quand je dis cabinet, d'ailleurs, même, c'est pas que c'est un truc qui est cher. Si je vous dis que la consultation dans des cabinets ne dépasse pas 10 000, vous allez dire que oh. Vous voyez, donc c'est ça, c'est pas cher. C'est pas cher. Mais parfois aussi, le psychologue peut être touché par Votre situation? par l'humanité qu'il a en lui. Et peut dire, bon, c'est vrai, c'est 50 000, c'est 20 000, il n'y a pas 50 000, c'est 10 000, c'est 5 000, mais je vais te faire ça à 2 000. Parce qu'aussi, il faut qu'on apprenne à nos patients ou bien à nos clients à ne pas toujours chercher la gratuité. Ouais, Parce c'est qu'à clair. l'hôpital, tout n'est Ça pas reste gratuit. un travail, oui, ça Voilà. reste un travail. Quand j'ai mal au pied ou bien je me tords la cheville, je pars à l'hôpital, si tu ne déposes pas l'argent, Tu peux le faire. Il y a Jaurès qui envoie un coucou à Miss Ruth entre-temps et qui demande si un psychologue, il lui arrive aussi d'aller voir un autre psychologue. ah, bien sûr. Ah, Quand je suis souffrant, par exemple, ou bien si j'ai un souci, je peux voir mon collègue. Ou bien j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre, je peux le voir. Je paye aussi la consultation. À moins qu'ils me disent, non, laisse, on est ensemble. Sinon, c'est ça qu'on appelle l'intervision. L'intervision, Bien c'est sûr. notre terme à nous, Bien sûr. l'intervision. Bien sûr. Ou si tu es sous un aîné, on va parler de supervision. Donc, par moment, tu dois aller en consultation. Parce que nous sommes des hommes, nous avons des situations. Et d'ailleurs, même, il peut arriver que tu vives une situation, tu n'es pas stable, tu veux consulter. Tu vas transférer cela à ton la patient. personne. Ouais. Parce que je veux corriger aussi une chose. Le psychologue ne parle pas. On ne vient pas chez le psychologue pour discuter. Il vous écoute. Ah. OK. Il y a des choses qu'on fait, mais on ne discute ou bien on ne bavarde pas avec le patient. On écoute et On sait ce qu'on cherche en fait. Lorsque nous sommes en train de vous poser les questions, lorsque nous cherchons, nous fouillons dans votre vécu, par exemple personnel, dans votre vécu, c'est dans votre histoire. Ce n'est pas qu'on a envie. Non, on cherche des éléments clés qui vont nous permettre de dénouer votre situation. Et une fois qu'on a ces éléments, une fois que vous-même vous avez conscience de ces éléments-là, vous trouvez la guérison. Parce que vous avez conscience de quelque chose, vous avez trouvé la solution. En fait, c'est pour faire simple, la solution, elle est en vous. Oui. Le problème, il est avec vous, la solution, elle est en vous. Mais on vous emmène à découvrir votre propre solution. C'est là où, en fait, quelque part, l'être humain peut être profond. Et c'est bien que vous puissiez nous aider à passer cette étape-là. Alors, nous allons parler maintenant de ces pratiques, aux habitudes que nous devrions avoir qui peuvent nous faciliter la tâche. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du burn-out, on parle de la dépression qui reste quand même on écoute, dans la dépression, on a le mot pression, donc ça reste une résultante d'une forte pression. Comment faire pour faire chuter ou faire descendre ou faire disparaître une pression dans nos vies au quotidien? Aller chez la masseuse,
ça devrait le faire quand même. Parce que moi, ça vous confère 1 heure ou 2 de massage où on prend soin de vous, on vous masse. L'organisme, le corps aime qu'on le touche, qu'on le caresse. Ça fait du bien, ça détend les nerfs. Après, vous avez un bon petit thé pour avoir déjà vécu des moments de massage chez Shalom. Je sais ce que c'est. Quand vous ressortez de là, vous avez l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. Ah oui. On se sent vierge, pardon, excusez-moi, mais je sais de quoi je parle en fait. Ça vous fait tellement de bien que je recommande à tout le monde, au moins une fois, minimum 1 à 2 fois le mois, d'aller en séquence de massage. Je sais de quoi je parle, ça va vous sauver la vie. Mais maintenant, à côté, on peut être PDG. Je me mets dans la peau du directeur de la télévision. J'ai une charge énorme, j'ai beaucoup de travail, j'ai des dossiers, j'ai l'administration à gérer. Je me mets dans la peau d'un ministre ou d'une ministre. Je n'ai pas le temps matériel. J'ai envie d'en avoir, mais je n'en ai pas. Dans mon bureau, qu'est-ce que je peux avoir qui puisse me permettre de marquer une pause de temps en temps, qui puisse me permettre de souffler? Tour de table pour tout un chacun. Quel est cet objet que je peux avoir dans mon bureau qui va me permettre de décompresser au moment où je sens que j'en peux plus, mais je ne peux pas partir, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas dormir, je ne peux pas faire de sieste. Qu'est-ce que je peux faire? D'accord, merci. Je vais aller sur la question en même temps. C'est que il y a une chose que je dois dire. Au-delà, on est en train de parler de prévention. On doit être d'accord. Parce qu'arrivé un moment, si la prévention n'arrive plus, là... On est dans une autre phase. Ouais. Maintenant, les petites astuces pour pouvoir s'en sortir, il y a la relaxation, par exemple, l'inspiration et la respiration, à pouvoir avoir des moments de pause pour soi-même. Par exemple, après 2-3 heures de travail, que je puisse respirer, ou bien 90 minutes, que je puisse au moins me lever, me détendre, marcher, revenir m'asseoir pour travailler. Vous voyez? Pardon. Que je puisse marcher et puis revenir m'asseoir pour travailler. Non, il faut qu'on le discipline. dise. Il faut qu'on le dise concrètement. Je fais 2 à 3 heures de travail d'affilée. Je marque une petite pause. Ça va durer combien de temps? 5 minutes, 10 minutes? Oui, pas trop. Du 5 minutes au plus, pas trop. Vous allez dégourdir les jambes, vous allez vous reconnecter et puis bon, vous vous asseyez. Ou bien vous êtes en train de travailler, ou vous voyez que ça ne va pas, ou bien les yeux, ça ne va pas. Vous mettez une pause. Vous vous calmez, vous fixez un objet, ou bien, bon, vous fermez les yeux, vous faites un peu de relaxation pour vous-même. Vous vous détendez, ça revient, et puis vous pouvez reprendre bien, vous donner un petit pause de 5 à 10 minutes, et une petite pause de 5 à 10 minutes, et puis ça passe. Je peux faire du sport, je peux danser, par exemple. Si je reviens à la maison, je peux mettre la musique. Là, on est au bureau. Là, on est au bureau. Oui, on est avec au bureau, le on peut professionnel danser. dans le bureau. Il y a des bureaux, vous pouvez danser, ça dit. Vous êtes seul dans le bureau, personne ne sait que vous dansez. Fermez, et puis vous pouvez vous donner la joie que vous voulez. Des pauses, des choses qui vont vous permettre de... Voilà. S'il y a une salle de gym à côté, que c'est permis, par exemple en Europe, ou bien dans certains bureaux ici. Dans les entreprises, maintenant, ils intègrent les salles de gym. Même des salles de jeu, même des salles de jeu. Voilà, exactement. Une salle de détente. Ce qui vous permet de vous, comme on a dit, de vous désaltérer. C'est comme si vous prenez de l'eau, vous avez soif, arrivé un moment, il faut étancher la soif. Vous diminuez la pression. Voilà, des petites choses comme ça permettront à certaines personnes de pouvoir se reconnecter, de se recharger surtout, de recharger sa batterie. Parce que lorsque la batterie s'épuise, et c'est à 1%, c'est là que ça commence à devenir fort. Donc, un patron ou un responsable peut avoir une petite machine, un tapis de course dans son bureau, ça peut le faire, un tapis de course dans le bureau. On peut avoir un petit vélo dans le bureau et entre midi et 2, se permettre 10 minutes de vélo ou 10 minutes de marche. Ça va oxygéner la mémoire grise. Ça fait beaucoup de bien. Le sport, d'ailleurs, clairement, le sport, c'est une parfaite thérapie et ça peut le faire. Maintenant, on est toujours dans le bureau. On peut se permettre de faire une petite sieste. On fait la sieste. Ça passe aussi, la sieste. Okay. La sieste ou bien à la pause, je fais ma sieste. 15 minutes. Bon, il y en a qui n'ont pas de pause. Franchement, les patrons, ils n'ont pas toujours de pause, il faut se dire la vérité. Mais on peut faire la sieste.
On peut faire la sieste, on peut faire la sieste, c'est vrai, mais il y a quelque chose que je vais recommander. Déjà, en termes d'exercice de respiration, l'idéal, c'est de leur parler de la cohérence cardiaque. C'est-à-dire, pour toutes les personnes qui sont dans ce cas-là, tapez juste sur YouTube cohérence cardiaque. C'est la meilleure manière, c'est la manière naturelle, en fait, que l'homme doit respirer. Tu ne peux pas respirer en cohérence cardiaque et être en dépression. Ça n'existe pas. Parce que la cohérence cardiaque a pour objectif de te garder dans le moment présent. Or, au fond, on est dépressif lorsqu'on vit dans le futur, en fait. Tu vois, Ou peut-être même dans le passé. Ou encore dans le passé, si tu veux. Donc, la cohérence cardiaque est une méthode scientifique découverte par une institution américaine qui te permet vraiment de vivre le moment présent. Il y a aussi la musique. Tu as une musique un peu comme le canon de Pachelbel. Le canon de Pachelbel, en fait, quand tu le mets en fond sonore, a tendance, en fait, à pouvoir te détendre. Il y a quelque chose aussi. Ça travaille, ce sont des fréquences qui aident à la guérison. Par exemple, les fréquences 432 Hz également sont très très efficaces pour te permettre en fait de pouvoir amorcer la guérison. Amorcer et tout ça. Il y a aussi quelque chose qu'on néglige, mais une vie spirituelle saine. C'est-à-dire, remarque bien les personnes qui sont connectées à une divinité, je ne parle pas de religion. Elles vont se ressourcer là-bas. Voilà, et rares sont les fois tu leur verras dépressifs. C'est-à-dire, ils ont des coups comme tout le monde, mais ils ont une tolérance en fait à la dépression qui sera un peu plus grande qu'une personne en fait qui n'a pas de connexion à une connexion spirituelle. Donc ça peut être le Coran, ça peut être la Bible, ça peut être je sais pas quoi. Pendant cette pause-là, 5 minutes. Mais il faut croire en quelque chose et avoir espoir, c'est ça. Il faut garder l'espoir. Juste lire en fait un verset qui te requinque, tu vois un peu, une citation qui te requinque et tout, qui te donne encore envie de croire. Ça peut être des affirmations positives, par exemple, je peux le faire, la fatigue est en état d'esprit. Automatiquement, tu chasses en fait l'émotion négative. Il y a tellement de choses à dire, mais bon, je vais laisser les autres. Il y a des détails aussi qui sont plus importants. Ouais, la vie, c'est ce que tu penses. Tout acte commence par une pensée. Parce que notre problème est que souvent, c'est quand on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut avoir à un moment qui cause notre problème. Comme le docteur dans notre conversation. Quand tu veux avoir quelque chose, tu veux avoir ça maintenant. Tu ne regardes même pas les circonstances. Tu veux juste savoir. Et quand tu n'arrives pas à avoir ça, à ce moment, c'est quand tu rentres dans un pensée profond. Pour imaginer comment ça imaginer certaines choses. Ce que tu peux faire en tant que PDG, que je fais souvent, c'est que je mets photo de mes enfants. Mais il faut avoir des récitations dans des tableaux au boulot. Des affirmations positives. Et autour de toi, tout doit être positif. Mets des photos de tes enfants au bureau. Mets photos de ta femme au bureau. Quelque chose qui te donne de la force. Tu t'accroches à ça. Tu t'accroches à ça. Parce qu'à un moment, tu veux quelque chose, tu n'arrives pas, tu vois les photos de tes enfants, tu es soulagé. Parce que ça reste un point clé. Je veux préciser à tous que voilà, le pasteur Lawani, il est parfaitement anglophone en fait. S'il s'exprime en français aujourd'hui, c'est pour l'émission qu'il nous fait cet effort-là. Sinon, il est parfaitement anglophone. Donc moi, je dirais même qu'on devrait vous acclamer parce que vous faites un effort unique pour être au plateau avec nous. Donc comprenez-le, s'il vous plaît. Donc, quand c'est comme ça, il faut avoir des photos de tes enfants, ta mère. Et aussi, il faut citer le bonheur que toi-même tu as. Être reconnaissant de son accomplissement personnel. Au moins, tu as en vie, en santé. Il y a certaines personnes, des fois, si tu veux savoir ce que Dieu t'a fait, allez à l'hôpital. Oui. Il faut balader. Aller à CHU. À la morgue aussi. À la morgue. Et tu vois les gens qui sont sur l'oxygène, 5 000 chaque 1 heure de temps. Jésus. 5 000, il faut aller à CHU. Moi, des fois, je me balade. Quand j'ai des soucis, des stress, je vais à CHU. Et quand je rentre, je dors seulement. C'est là où tu vas comprendre que on a de la chance. Ta situation est mieux que d'autres personnes. Voilà. Il faut faire des détentes. Il faut être... La vie, c'est très facile. Chacun va partir un jour. Ça, c'est sûr. On ne peut pas tout accomplir sur la terre. Voilà.
Alors, je continue avec des approches de solutions pour vous en espérant que vous notez. Donc là, déjà, on a parlé d'un appareil, une machine de sport, ça peut le faire. La musique, ça peut le faire. Avoir une photo de sa famille, de la personne qu'on aime le plus, quelque chose qui vous motive. D'un endroit, ça peut être d'un endroit paradisiaque qui vous donne envie, voilà, de la motivation. Vous vous dites, voilà, je cotise pendant les vacances, j'irai à Ibiza, j'irai à tel endroit, ça vous donne de la motivation. Et la veille, j'allais à la Mavette Wagby. Ça peut être quelque chose de bien. Et faites la sieste de temps en temps, la respiration, donc comme tu l'as dit, l'exercice de respiration. Moi, je reviens sur l'importance des congés, parce qu'il y en a qui enchaînent, qui ne prennent pas de congés, qui ne prennent pas de vacances. Ça peut tuer votre système. Il faut savoir prendre des congés. Donc, il y en a qui disent, oh, je vais revendre mes congés à la société. L'argent va vous tuer. L'argent va vous tuer. Acceptez de prendre des congés parce que c'est fait pour votre santé. C'est pour que vous alliez bien. Donc, il ne faut pas revendre les congés à l'entreprise. Il faut partir se ressourcer, aller vous reposer et revenir requinquer. Ça vous permet vous-même de vous maintenir en vie. L'argent, vous l'aurez, mais vous allez finir à l'hôpital et vous ne pourrez même pas vous faire soigner avec. Attention. Nous avons les vacances. Donc, on parle de congés, c'est 1 semaine, 2 semaines. Les vraies vacances, où vous avez du temps long comme ça. Et encore, il y a des choses à ne pas faire pendant les vacances. Laissez le boulot tranquille. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre son téléphone quand on est en vacances, docteur? Oui, on a le droit d'éteindre le téléphone, de ne pas du tout communiquer avec ses collaborateurs. C'est notre droit absolu. Le code nous le permet. C'est pour ça qu'on demande de mettre une personne à sa place avant de partir en vacances. Ça, il y a un intérim, voilà. Oui, c'est ça. Tout le monde peut avoir un intérim. Évidemment. Et donc, lorsque vous-même, vous n'arrivez pas à vous défaire de votre boulot, ou bien que vous êtes là, vous pensez que si je ne suis pas à le travail, ça n'avance pas, et que vous êtes en congé, mais vous n'êtes pas en congé, votre famille ne profite pas, vous-même, vous ne profitez pas, vous n'êtes pas en congé en réalité. Vous vous épuisez. Quand on prend un congé, je connais des gens, ce n'est pas dans les films qu'on regarde bien les Blancs, ils éteignent leur téléphone. C'est vrai que dans leur culture, c'est comme ça. Je suis en congé, je suis en congé. Tout court. Je suis répondeur. Et d'ailleurs, il a son numéro avec qui il communique avec sa famille privée. Dans la culture occidentale, on ne touche pas au téléphone. Voilà, ici aussi, il faut qu'on apprenne à le faire. Parce que nous n'arrivons pas à couper avec certaines habitudes. Et au travail, on continue avec. Et si tu habitues une personne avec un comportement, tu auras du mal à t'en défaire. Ouais. Donc, si il t'arrive de le faire, il faut commencer petit à petit par changer. Comme ça, le boss comprend que il faut que celui qui joue l'intérim ou qui joue son intérimaire, il faut qu'il apprenne donc à gérer totalement le travail. Il faut que moi aussi j'arrive à lui donner la main parce que parfois on a peur de perdre notre poste. Le petit là, il devient bon. Je risque de... Voilà. Non, mais ça, ce sont des idées qu'on se fait soi-même. Donc, il faut éteindre. Et puis, bon, vous prenez un bon congé, une bonne vacance, vous allez là où vous voulez, si vous avez de l'argent, allez en Europe. Mais si on n'a pas de l'argent, allez au village. Allez au village, respirer de l'air, ça va, c'est tranquille là-bas. De bon air. Oui, allez au village. Même plus simple, aller juste à la plage. Justement. Par exemple. Ça fait beaucoup de bien, en fait. Il y a une personne, il y a un étranger qui est arrivé ici qui dit, mais je ne vous comprends pas, vous êtes juste là, vous avez la plage là. Nous, on n'a même pas la plage chez nous, mais je vois très peu de Togolais à la plage. Allez à la plage. Si moi, j'étais à Lomé, tous les midis, je mange devant la mer, comme ça, je suis là, tranquille. Ça, c'est la vie, vous comprenez? Il faut profiter de toutes ces choses-là, c'est important. En plus, on a tout plein de sites touristiques chez nous. Franchement. Il ne faut pas aller chercher loin, on a plein de sites touristiques. Il faut juste prendre la voiture avec les enfants, la famille, décoller de tout ça, laisser Internet de côté, aller vivre. Faites-vous, je ne sais pas, de belles images, allez découvrir les sites. Tu vois, Océane, il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller en Europe, pendant ce temps qu'ils n'ont pas encore fini de découvrir le Togo. Alors que les Européens, ils veulent venir chez nous, découvrir chez nous. Mais tellement magnifique en fait. Il y a, le jeudi, j'étais à l'église, mon pasteur m'appelle explorateur parce que tout le temps, je pars en fait. Et c'est important de le faire, c'est important de le faire, s'il vous plaît. Et l'autre chose, pour finir, parce qu'on est déjà à la fin de cette émission, malheureusement, les hobbies. On pense que quand on dit hobby, là, c'est pour les gens qui sont, tu vois, le pasteur, les chics, lui, il a le droit d'avoir hobby. Mais non, on prend quelqu'un de hobby, tu vois. Non. Avoir des hobbies, avoir de petits moments de plaisir pour soi. Ça peut être la lecture ou l'écriture,
Ça peut être la natation, aller nager tranquillement. Il y en a, leur hobby, c'est manger. Manger de temps en temps, se faire plaisir. Prenez votre premier salaire, offrez-vous un bon repas avant de penser aux dettes. Oui, mais offrez-vous un bon repas. Allez manger dans un bon resto. Au moins une fois, faites-vous plaisir en sortant, soyez fiers de vous. Et après, le créancier appelle, OK, Milado Gozandéa, on va voir. C'est même l'un des principes de la richesse, en fait. Quand tu lis L'homme le plus riche de Babylone, dedans, on a donné le conseil que tu as dit là. Ben voilà, allez-y, faites-vous plaisir une mange fois. d'abord, Et après, tu vas gérer les problèmes. Ouais. Créez-vous des moments pour vous-même. Et prenez le temps de passer du temps avec vous-même. Océane, Hein? je peux dire quelque chose? Oui, oui, allez, vas-y, en 10 secondes. Je vais dire quelque chose. C'est que il faut que les gens savent ce qui leur fait plaisir. Quand tu fais aujourd'hui quelque chose qui te fait plaisir, les hormones du bien-être sont libérées parce que tu as ce sentiment-là. Le truc te plaît. Donc, quand ça te plaît, en fait, il y a une régénération qui suit. Et là, à la minute qui suit, c'est comme si tu as les idées qui deviennent plus claires et une solution qui te paraît impossible, ça se dresse devant toi comme ça et tu vas te dire, mais je passais de mon temps à me stresser. Alors que tout était là. Voilà, et c'est quelque chose qui diminue le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, il faut savoir se faire plaisir par de petits trucs. Même si c'est nougat 25 francs qui te fait plaisir. Vas-y, mange nougat 25 francs. Et ce sentiment, quand tu as ce truc dans la bouche, tu te dis, waouh, ça fait du bien. Et tu vois qu'à la minute qui suit, tout va bien. Et si c'est la pause qui vous fait vous sentir bien, ben écoutez, abusez de la pause. Hein. Nous sommes sur la chaîne nationale, donc on commence à 11h, c'est tous les jours. Hein, et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Mais j'espère que vous avez apprécié celle d'aujourd'hui. Je souhaite vraiment un bel après-midi à tout un chacun de vous, principalement à la réalisation. Merci à chacun d'entre vous pour ce beau moment. J'ai vraiment apprécié. Et on se dit, bah, écoutez, à demain. Prenez soin de vous et vivez la vie, là. Faut pas que la vie vous vive, hein. C'est vous qui vous devez... La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La télévision togolaise et AFA Studio présente la Coupe du Monde FIFA 2026. 3 pays hôtes, États-Unis, Mexique, Canada, 48 nations. 104 matchs, 16 stades mythiques, 10 représentants africains prêts à écrire l'histoire. Du 11 juin au 19 juillet 2026, vivez la passion du foot sur la télévision togolaise. Associez votre marque au plus grand événement sportif de la planète. Réservez dès maintenant vos espaces publicitaires. Contactez le 90 73 11 11 99 20.